et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Un épisode où on a décidé de prendre une question qui était vraiment très intéressante, on ne l'avait pas traitée la semaine dernière, mais qui nous demande en fait quelles sont les 5 améliorations que l'on estime possibles pour rendre la National League encore plus attractive, plus juste, etc. Alors, on vous fait part de nos réflexions. On enchaîne ensuite avec les pronostics. On parle après de Bienne, de Genève, et puis d'Ajoie, avec aussi un petit passage sur Julius Onka, qui a annoncé à Davos qu'il allait quitter le club à la fin de la saison pour aller où ? Eh ben, on va en débattre avec Greg. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va mieux et toi ? Ouais, ça va, t'étais tout malade. Oh, tout malade, mais ma foi. On entend encore à ma voix que c'est pas encore 100%, mais ça va mieux. Bon, tant mieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On avait gardé une question sous le coude qui va nous occuper un bon bout de l'épisode, c'est ça ? Ouais, c'est une question, c'est presque une réflexion finalement. C'était John Locke sur Twitter qui nous dit « Si vous pouviez changer 5 aspects dans l'univers du hockey suisse pour améliorer le produit ou le rendre plus juste ou plus logique, quels seraient vos choix ? Règlement, environnement, encadrement, journalisme, aspect sportif, transfert, équité, etc. » Et encore merci pour votre travail, votre passion. Merci aussi de rendre nos trajets en voiture, bus, train beaucoup moins ennuyeux. Bonne continuation et une magnifique fête de fin d'année. Merci beaucoup déjà pour la question, mais pour les vœux, les souhaits, etc. Ça fait toujours plaisir. On a hésité à l'évoquer la semaine passée, mais on s'est dit que ça allait peut-être être un tout petit peu trop long. Déjà que l'épisode faisait 1h30, donc on s'est dit qu'on allait se le garder pour cette semaine. Donc déjà, je te propose que, vu qu'on aura forcément mis les les caméras sur les lignes bleues, alors qu'on éjecte ce thème-là en se disant qu'on en parle assez souvent. Ouais. C'est juste ? Absolument. Alors, parce que j'essayais, pour pas faire... celui qui n'a pas 5 vrais et qui essaye de se dire où j'ai que 4 puis j'essaye de mettre une 5e en sortant. Moi j'avais mis communication arbitrage aussi, C'était un peu dans ce sens-là, mais quoique peut-être c'est simplement la technologie finalement, oui. Mais il y a un truc dans la technologie, évidemment tu parlais des caméras sur ligne bleue, mais ça m'a fait rire en me disant... je repense toujours, et je pense que je ne suis pas le seul, à la phrase de Denis Vaucher qui parle d'argent en disant que c'est compliqué, ça coûte cher, etc. Très bien. Maintenant, il faut se dire que le sport et la ligue la plus puissante, c'est la NFL, qui a des contrats de 15 milliards par année. Et quand il faut savoir si le ballon a bien franchi 10 yards, ils prennent littéralement une chaîne qui fait 10 yards, et ils viennent et ils mesurent comme ça manuellement. Comme à la pétanque. Exactement. Et il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disaient donc c'est la ligue qui envoie le plus d'argent, qui brasse des milliards. Mais pour décider si le ballon a bien franchi X nombre de trucs, on prend une vieille chaîne. Là, à dire que c'est autant sérieux qu'une partie de pétanque, la NFL, il n'y a qu'un pas. Mais bon, ça, c'est salutations à Jeff qui nous écoute sûrement. Mais pour dire... En basket, en tennis, enfin, même dans le foot, on a vu la résistance qu'il y avait avec la technologie, la goal line, avec la VAR, où les gens étaient c'est difficile, ça va dénaturer le foot et tout. Moi, on a toujours été à dire tant que ça aide les gens et tant que ça ne ralentit pas le jeu. Oui. Bon, on ne voit pas le problème. Effectivement, si c'est pour que ça dure et que ça dure et que ça dure. Parce que les images sont pas concluantes. Ce qui me faisait dire aussi, et on le mentionnait les deux hier soir lors du match de Genève, c'était pour ça que je parlais aussi un peu de communication, mais on verra après. Tant que ça nous aide, je trouve que ça aide le produit hockey sur glace. Absolument. Tu parles de communication, c'est vrai que je t'ai écrit pendant le match quand l'arbitre est venu expliquer. C'était plus sur le match de Genève. Je crois qu'on avait les 2 AP sur le match de Zurich à ce moment-là. Quand il vient expliquer pourquoi le but d'André Ghetto est validé en disant les images sont non concluantes, donc il n'y a pas de pénalité pour l'équipe qui a demandé le coach challenge parce que la vidéo n'a pas pu donner la bonne réponse, on va dire, donc on peut pas sanctionner, ce qui est une très bonne adaptation de cette règle, je trouve. Et l'arbitre vient au milieu de la glace, il allume son micro et il parle
en anglais. Mais visiblement, quand on parle en anglais dans les patinoires suisses, les gens comprennent. Donc, faut pas me faire croire que c'est une question de « Ouais, mec, nos 3 langues nationales. » Puis après, si l'arbitre, il parle pas bien anglais... Stop, je pense que c'est pas un argument. Et puis Mark Lemlin, les arbitres finlandais, on n'a quand même pas que des arbitres suisses, non, ou romans ou alémaniques. Je parle que le romanche, enfin je crois pas que ça arrive. Donc ça c'est assez cool parce que du coup il vient, après déjà tout le monde se tait quand il veut donner sa décision, je trouve ça assez marrant. Et voilà, il explique, il dit voilà, les images n'étaient pas concluantes, donc on valide ce but, le but est compté, c'est but pour Enriquetto, machin, 4-3. Et finalement, ça, je dis pas que les gens après vont être d'accord, mais au moins on leur explique les choses. Parce que des fois, il y a une sorte de flou et tu dis communication, et je suis totalement d'accord avec toi. Alors, ils peuvent pas nous faire des thèses à chaque fois qu'il faut un coup de sifflet, on est bien d'accord. Mais sur les images litigieuses, quand ils vont à la vidéo, des fois, il y a un point de règlement où quand toi tu vois à l'écran, tu dis non, mais c'est clair que ci ou ça. Mais après, peut-être si l'arbitre il vient et dit ouais, mais voilà, il y a eu interférence sur le gardien, donc oui le puck a franchi la ligne mais c'est pour ça qu'on n'a pas compté le but, si tu le dis les gens ils le comprennent. Après ils peuvent toujours ne pas être d'accord, ils seront sûrement pas d'accord, mais au moins ils savent pourquoi ils sont pas d'accord, pourquoi qu'on gueule, comme ils disent dans Kaamelott les paysans. Et justement, je pense qu'à un moment, il faut être clair avec les gens ils comprennent si on leur explique. Et le processus de rendre l'acte d'arbitrage clair, c'est un enjeu majeur, je pense. Et il me semble que les micros sur les arbitres, c'est pas bien compliqué à mettre en place. Bien sûr, il faut le faire, etc. Mais je me dis qu'ils ont pu le faire pour le match à Zurich l'autre soir. Enfin, donc il n'y a pas de raison. Je me rappelais d'ailleurs, il me semble que c'est à la Spengler des fois où, par le passé, il y avait des améliorations qui étaient faites, mais juste pour ça. Parce qu'ils avaient un peu de moyens, puis que le tournoi était sur une très courte période. Puis on était là. Ah, mais ça, c'est bien. On pourrait avoir ça pendant la saison. Ah non, c'est trop... quelque chose qui va, il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, mais vous savez, l'architecture des patinoires, c'est pas tout le temps la même. Sous-entendu, là, on a une seule patinoire, c'est la patinoire de Davos. On a fait les ajustements nécessaires et on a construit l'architecture pour faire en sorte que on pouvait avoir soit typiquement ça devait être des caméras sur les lignes bleues. C'était un match de KHL qui était venu à Davos. C'est pour ça qu'il y avait eu les caméras en dessus, parce qu'en KHL il y a les caméras en dessus des buts. Et ils avaient adapté la patinoire de Davos, justement. Donc oui, toutes ces petites améliorations, après, elles ont un coût, je suis totalement d'accord. Et c'est... En même temps, une fois que tu as fait l'investissement, derrière, tu ne dois pas réinvestir chaque année pour planter tes caméras, elles sont là après. Et donc voilà, ça c'est un des points. Les micros sur les arbitres, moi je l'avais aussi. Oui, mais à part ça, pour les caméras, j'ai l'impression qu'il faut aussi se dire, il faut qu'on soit sûr. Oui. D'avoir tous les angles couverts et typiquement j'imagine qu'il pourra y avoir un cas ou deux sur 1-2 saisons où on dira c'était non concluant et ça peut amener de la frustration en disant mais alors on a mis des caméras, on a fait en sorte d'améliorer le truc et on n'arrive toujours pas à déterminer, puis après il y a le côté parallaxe et puis tout ce que ça peut amener, c'est-à-dire que ça peut pas éliminer. En fait, ce sera pas 100% des décisions qui seront prises. C'est bon, on va tout éliminer. On verra tous les hors-jeux, on verra tous les trucs. Mais par contre, il y en aura peut-être une où un joueur passera devant, un patin sera comme ça et on n'aura pas le bon angle. Et ma foi, on pourra pas déterminer. Espérons que, si ça n'est à se faire, espérons que ce soit pas le goal décisif d'un match de finale. Mais qu'il faut vivre avec ça. En fait, on n'est pas bête au point de se dire que ça doit tout résoudre comme problème. Il y a un autre aspect, on va pas les compter, mais moi, il y a un autre aspect qu'au moment de réfléchir, je l'ai imaginé, c'est la War Room. Là aussi, je ne veux pas dire tout ce que fait la NHL, il faut limiter. Mais à un moment ou un autre, il y en a qui font pas mal les choses. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de vouloir regarder chez le voisin, quoi. Et la War Room, donc c'est la centralisation des décisions dans un endroit précis. C'est à Toronto en NHL où justement les soirs de match, il y a plusieurs personnes qui sont là, ça dépend du nombre de matchs, et qui prennent les décisions en temps réel pour les arbitres sur la glace. Donc c'est les arbitres qui sont en cabine, on va dire ça comme ça, ce qui permet d'éviter déjà d'avoir 1 minute des arbitres qui sortent de la glace, qui enlèvent leur casque, qui essuient leur visière, qui cherchent les images, qui ci, qui ça. Là, non. En fait, dès qu'il y a une scène litigieuse, elle est directement regardée sur l'écran, là, et on peut prendre une décision directe. Et après ça, tu peux toujours
faire une interprétation à ta sauce. Si c'est vraiment trop litigieux, là, comme à la VAR, par exemple, en football, tu dis à l'arbitre, écoute, là, c'est un call que tu dois faire toi parce que c'est litigieux. Par contre, il y aura beaucoup de situations où ce sera clair. Et quand c'est clair, hors-jeu, pas hors-jeu. Il n'y a pas besoin d'aller perdre 2 minutes avec les linesmen qui viennent. C'est pas les linesmen qui doivent décider quand c'est quelque chose de blanc ou noir, à savoir hors-jeu, pas hors-jeu. En fait, tu as quelqu'un qui est dans sa cabine, puis il va faire ça très bien parce qu'il aura les conditions idéales. Toutes les caméras. Il aura toutes les caméras sous les yeux. Il n'aura pas besoin de demander au technicien du coin qui doit regarder avec le système, et puis ça marche pas très bien. Tu peux me mettre à la 15e seconde, s'il te plaît. Voilà, là, tu as un gars qui est là, et puis ça avance. Et moi, je trouve que ça, c'est un point qui pourrait être hyper bien. C'est de fluidifier le processus, parce que des fois on passe un de ces temps à la vidéo où tu sais qu'on va perdre 5 minutes pour rien, et très souvent on peut le dire directement, là on va paumer 5 minutes, on le sait, et si tu avances un peu plus vite en ayant justement ça en place, mais là encore une fois ça a un prix, c'est sûr, parce d'avoir des fonctionnaires, je dis pas le terme fonctionnaire de manière péjorative, mais des fonctionnaires qui sont en cabine, qui doivent regarder les matchs et qui sont payés pour le faire, forcément ça a un coût, donc il faut accepter de vouloir payer et d'avoir les gens aussi formés et nécessairement, formés pour ça. Ouais, parce qu'il faut des arbitres, c'est-à-dire que finalement quand tu as un arbitre qui ne joue pas, mais on peut imaginer un Didier Massy par exemple, s'il n'arbitre pas et il n'arbitre plus trop en National League, souvent des fois il fait des matchs entre Noël et Nouvel An, peut-être parce qu'il manque de personnel et puis il vient un peu donner un coup de main plus haut, sinon il arbitre en Swiss League, mais par exemple des gens comme ça avec une telle expérience qui peuvent dire non, il y a ci, il y a ça, ils sont on va dire assermentés pour pouvoir donner leur avis, et je trouve que c'est tellement plus simple parce que après ça évite aussi les jérémiades dans les tribunes de supporters qui vont dire c'est Stricker, on sait, c'est Stricker. Là en fait c'est non, c'est pas Stricker. Stricker il a accordé le goal, admettons, on prend ce nom au hasard, mais c'est souvent un nom qui revient parmi les. Alors dit Hurliman. Ou Hurliman. Il a accordé le goal. Après on va voir. Après, il est déjugé par quelqu'un à Folketsville ou je ne sais où sur une parce qu'en fait, en gros, c'est une régie télévisuelle. C'est une grosse régie où quand il y a 7 matchs en même temps, on peut imaginer tous les écrans avec les capacités de mettre toutes les caméras. Puis comme en régie, ils sont en train de travailler là-dessus, est-ce que ce serait un moyen pour peut-être réduire les coûts? Je sais pas. Après, c'est peut-être naïf et illusoire de ma part de penser qu'on peut mélanger le côté produit télé et un produit arbitral. Je sais pas, mais je me dis que ça pourrait être peut-être une piste pour payer moins. Donc, Dans le même ordre d'idée, je crois qu'il y a eu une amélioration. Je sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais depuis 1 mois, j'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais me renseigner. Là, les donner les bons assists aux joueurs, c'est insupportable. Des fois, t'as quasiment 3 joueurs que t'es pas sur la glace qui sont buteurs, et j'exagère évidemment, mais t'as sur une soirée complète en live, et ça je comprends que les arbitres puissent pas tout voir. En live, t'as genre 12 buts, puis t'as 0 passe décisive sur les 12 buts, puis après t'arrives à 00h30 ou 2h du matin, hop là, ils rajoutent 24 passes décisives. Là, mais on peut pas avoir ça qui va un poil plus vite. Ouais. Et là, typiquement, si t'as ta war room où t'as les gens qui sont en train de faire ça, durant les pauses, tu peux revenir en arrière, regarder et puis directement mettre à jour. J'ai l'impression que là aussi, c'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué, et j'ai l'impression qu'en corpo, il n'y a pas besoin d'attendre 2h du matin pour savoir qui a fait la passe décisive. Là aussi, j'exagère, mais je trouve que dans l'aspect professionnalisation, et je dis pas ça uniquement parce que de temps en temps ça nous énerve avec Hockey Manager, mais c'est en un sens, et ils ont aussi leur jeu post-finance, oui. de top scorer. Finalement, c'est la même chose. Absolument. T'es tributaire de ce qu'a fait ton joueur sur la glace. Et si tu veux devenir un peu professionnel, j'ai l'impression qu'il... Mais là, justement, c'est pour ça que en préambule, je l'ai dit. Et moi, ma manière de savoir si un match a été mis à jour, c'est old school, mais c'est le télétexte, parce que tu vois la dernière actualisation de la page qui est tout le temps écrite en haut, au sommet de la page. Et donc, quand tu vois que c'est 21h57, tu sais que ça n'a pas encore été mis à jour parce que c'est la dernière actualisation, à savoir le score final. Ouais. Par contre, dès que tu commences à avoir des 22-30, 22-40, là, tu sais que c'est à jour. Et régulièrement, au début de saison, il y a eu des matchs qui ont été mis à jour quand on finit de bosser, à savoir à 1h du matin ou 1h30, quand tu mets le point final de ton article. Et là, il y a encore des actualisations. Et ces derniers temps, c'est vraiment plus le cas. Donc, je pense que quelque chose a changé. Mais là aussi, typiquement, c'est un peu tout le même package, on va dire, ces améliorations qu'on a mis là. Mais
quand on parlait de communication, moi je trouve que c'est tellement plus simple. Mais c'est dans tout. C'est presque j'allais dire, une façon de penser dans la vie, de voir que plus tu communiques, plus tu expliques les choses, en fait, plus tu vas désamorcer des potentiels conflits ou des énervements. Simplement, comme tu disais avant, les gens ne peuvent ne pas être d'accord. Mais au moins, on leur donne une raison, on leur donne on leur dit, on a décidé de faire ça comme ça, on n'a pas accordé le but, ou on a décidé de donner une pénalité parce qu'on a vu ça, ou il ne s'est pas passé ça, donc on annule. Ah très bien, on vous l'explique. Plutôt que de laisser les gens en train de se dire peut-être que c'est ça qui s'est passé. Et d'ouvrir la porte à des théories presque complotistes finalement, mais c'est toujours les Suisses allemands qui ont raison, etc. Après ce premier quart d'heure, on a parlé un peu d'arbitrage, de communication, etc. Moi, j'ai un autre point que j'aimerais bien mettre sur la table dans les choses à améliorer, c'est les prolongations. Je ne sais pas si tu te souviens, les premières prolongations à 3 contre 3, il y a eu... C'était la folie, c'était un feu d'artifice. Et petit à petit, les équipes ont commencé à rendre cet aspect du jeu beaucoup plus tactique. Et maintenant, c'est pas rare de voir des équipes qui vont en zone offensive, qui n'arrivent pas à faire quelque chose, qui ressortent le puck, quitte à limite passer à son propre gardien pour aller faire un changement, mais garder la possession du puck, et ça devient plus un jeu de possession et moins un jeu qui va dans tous les sens. C'est logique, parce qu'à un moment, forcément, c'est toujours un jeu entre les attaques et les défenses. Les défenses s'adaptent pour contenir les attaques, etc. Et puis, finalement, c'est toujours une guerre tactique, mais là, elle devient de plus en plus importante. Moi, je me fais un peu chier dans certaines prolongations, honnêtement. De temps en temps, il y a 30 secondes où il se passe un truc, mais sinon, c'est du jeu de possession. Et une des idées qui est utilisée dans certaines ligues juniors en Amérique du Nord, c'est le retour en zone interdit, comme en basket. En fait, ouais. En basket, quand tu passes la ligne du milieu de terrain, tu n'as pas le droit de revenir dans ton camp, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'espère que tout le monde le sait. Et là, pour justement éviter que les équipes fassent ce jeu de garder le puck, de revenir, de se relancer. Mais en fait, dès que tu passes la ligne rouge, t'as pas le droit de revenir en arrière. Et là, ça te force à moins de perdre le puck, quoi. Voilà. Ça te force à attaquer et à aller vers l'avant. Et donc là, t'as un risque de perdre le puck et que ça va aller dans l'autre sens. Et ça dynamise la prolongation. Mais en tout cas, moi, ça, c'est un des points que je me dis. Le 3 contre 3, j'y suis favorable en saison régulière. Oui. Ça me dérange pas, ça donne aussi des options tactiques assez intéressantes. Des fois, on voit des équipes qui partent à trois attaquants. On l'a vu récemment avec Berne contre Fribourg-Gotteron, qui partait à un défenseur, 2 attaquants, puis dès l'engagement gagné, si tu as le puck, tu pars avec tu sors ton défenseur pour faire entrer un attaquant. Ça, c'est intéressant. On a vu des changements de joueurs au banc où tu as un joueur qui rentre à un bout du banc et tu as l'autre qui sort de l'autre côté, qui gagne donc un bon bout de glace à ne pas patiner et donc créer un avantage numérique. Il y a 2-3 petites options. Le gardien que tu peux sortir pour jouer en te disant que peut-être... Absolument, on l'a vu avec Ajoa. Alors, il y avait un powerplay, mais tu peux aussi sortir ton gardien, effectivement. Il y a plein de petits artifices tactiques, mais si tu mets encore cette notion-là de dire, en fait, on va aller vers l'avant en prolongation et tu ne peux plus revenir en arrière. En tout cas, c'est testé. Je ne sais pas quelles seront les conclusions, mais c'est testé dans certaines ligues juniors au Canada. Et je crois savoir que la CHL réfléchit à peut-être l'implémenter aussi pour... Comme test finalement, comme laboratoire géant ou à ciel ouvert de ce que ça pourrait donner, et après ça nous plaît, ça nous plaît pas. C'est comme la manière de jouer les pénalités en CHL qui sont différentes par rapport à la National League. Je trouve chouette de tester les trucs, même si je suis pas totalement favorable. Ouais, alors moi cette pénalité là, je trouve que c'était... Mais à la limite, c'est pas grave, on teste des trucs, et ça, je pense que ça peut être une des options. Ce que j'aime bien dans cette idée là, c'est que ça dénature pas le jeu totalement, alors que je trouve que la pénalité de 2 minutes qui ne s'annule pas, la sanction elle est vraiment très lourde en fait. C'est juste ça qui me... où tu peux, le joueur, si tu marques en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est si tu marques un but à 5 contre 4, on continue à 5 contre 4. Là au moins simplement déjà à 3 contre 3 de se dire on veut fluidifier le jeu. Je trouve que ça ne dénature pas. C'est une idée comme ça. Et j'étais d'ailleurs surpris la semaine passée, je crois qu'on avait eu une question, et en NHL, si tu sors le gardien, tu perds le point. Enfin, j'étais là. Non, ça je trouve bête, parce que ça ne favorise pas du tout l'attaque. Donc, dommage.
Moi, j'ai noté une chose. Alors, j'ai noté juge unique. C'est évidemment en lien avec les décisions qui ont eu lieu. Comme chaque année, finalement, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Moi, je trouve qu'il faudrait améliorer l'application des sanctions ou la façon de... On a l'impression qu'ils ont essayé de faire mieux. Ils ont quelqu'un en Amérique du Nord, enfin même plusieurs personnes, qui jugent. On leur envoie les images. Eux, ils édictent on va dire une proposition. Ils disent, nous, c'est en catégorie comme ça, c'est comme ça qu'on voit ça. Après, à la personne de juger en Suisse. Très bien, il y a déjà un premier filtre fait par des acteurs ou des anciens acteurs du hockey qui connaissent et pas des bureaucrates. J'aime bien. Mais on en revient à... Moi, le fait que Rayala, il y ait quand même 4100 francs d'amende, on enlève les matchs, mais on laisse l'amende. L'histoire avec Pilet, qui n'est pas suspendu. Je trouve que simplement les messages en termes de nouveau, messages, communication au niveau du public et au niveau des jeunes aussi, ce que tu donnes comme chose à penser pour ceux qui regardent ce sport, c'est pas franchement ce que je trouve être le meilleur message possible. Ouais. Alors, je pense qu'on en parle souvent, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Hein, mais on peut ce point-là était à ma liste également. Salary cap, fenêtre de transfert, on avance. Mais ça va prendre du temps encore visiblement. Il y a la loi sur les cartels qui est là. C'est vraiment compliqué de faire avancer ça. J'ai espoir que de notre vivant, après il faudra voir jusqu'à quand on tient, mais on puisse voir un salary cap en Suisse, à la Suisse. Voilà. À savoir qu'il n'y aura pas 12 millions de masse salariale pour tout le monde et basta. Il y aura des exceptions, il y aura des moyens de donner plus d'argent selon avec des pénalités, avec une redistribution aux clubs qui ont moins d'argent et donc qui dépensent moins, mais qui par ce biais-là se financent aussi un petit peu. Mais ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Par la même occasion, une fenêtre des transferts, là aussi, je pense que c'est important. Après, aux décideurs de mettre des punitions suffisamment graves et suffisamment sévères pour ne pas donner envie de venir magouiller sous la table et de dire ouais, j'ai déjà signé machin pour dans 2 ans et demi, mais on espère que ça va pas se savoir. Bah, si ça se sait, en fait, ça te coûte, j'en sais rien moi, 1, 2, 3 millions, enfin peu importe. Ouais. Si c'est suffisamment cher, à un moment, ça va arrêter. Et je pense qu'il y a moyen de réguler ça. Là, il me semble qu'on est en train d'arriver à une extrême actuellement où n'importe quel joueur moyen à médiocre, donc moyen inférieur de National League a signé pour l'année d'après, mi-novembre. Et je pense vraiment que ça dénature aussi un petit peu le produit. Ça fait un peu manquer de visibilité, je trouve, sur la ligue. Ça fait des suspicions après. Ça crée une ambiance que j'aime pas, en fait. Donc, fenêtre de transfert... Et on est des bons Suisses, hein. Et on sait que les Suisses ils veulent avoir leur assurance en amont. J'ai signé pour l'année prochaine. Je peux le comprendre, mais alors il faudrait le cadrer. Février, pendant la pause, ben voilà, il reste 1 mois avant les playoffs, mais là on a une semaine de pause, la pause internationale. Ben là on ouvre la fenêtre des transferts pendant 1 semaine. Tu peux signer, tu peux annoncer, mais il n'y a pas cette spéculation qui commence en été et qui continue de l'été jusqu'à maintenant jusqu'à novembre, parce qu'après tout est réglé. Mais peut-être que si tu arrives à cadrer ça à des moments donnés, dès que le championnat recommence, bah, si tu n'as pas réglé ton avenir, tant pis. Et après, tu peux plus signer, tu peux plus annoncer. Et si les prolongations sont toujours possibles, parce que là, tu restes dans ton même club, mais les transferts sont plus possibles. Je pense qu'il y a moyen de réguler ça de manière assez simple. C'est assez drôle des fois, c'est que quand il y a un joueur qui signe, puis après on discute, une fois que c'est officiel, on discutait avec le directeur sportif ou avec l'agent. Ouais, c'était signé depuis cet été. Mm-hmm. Ah, d'accord, ok. Là, je suis surpris que tu l'aies appris que maintenant. Ouais. Ah, désolé, je ferai mieux mon travail la prochaine fois. Bon, ça veut dire que finalement, il y en a certains qui arrivaient à tenir leur langue. Ouais. Et c'est... Là aussi, pour les gens... Alors, tu me diras, il y en a certains qui vont dire, ouais, on l'a toujours fait comme ça. Je me suis aussi posé la question sur le salary cap, en me disant, est-ce qu'on est capable, est-ce que si on prend Zurich, est-ce qu'ils sont capables de financer Langnau ou Berne
d'une certaine manière, est capable de financer Langnau sans que ça leur... Est-ce que le canton de Zurich ne finance pas le canton de une bonne partie de la Suisse par la péréquation et autres. Donc finalement, c'est comme ça que fonctionne notre système aussi. C'est juste. Mais dans le sport, en fait... Oui, je comprends. Ce que j'aime bien avec l'idée du salary cap aussi, c'est pour notre travail de grand juge, on va dire, du travail des autres. Non, mais par exemple, pour les directeurs sportifs, ce qui est bien, c'est que ça permet de se dire ok, ah ouais, il a mis temps sur sa 4e ligne, ou bien ah ouais, je vois où il veut en venir. Il tente quelque chose, et comme ça, on n'est pas là à se dire bon, de toute façon, il a les poches pleines, il peut y aller. Tu peux signer Kukan, Malguin, Andrighetto, Hoffman, Marchini. Tu t'en fiches, c'est bon, tu peux. Là, tu es là, bah non, tu dois choisir. Ouais, puis après, tu peux dire, bah voilà, tel joueur est payé 135 000 francs et puis il a marqué 13 points à ce début de saison, versus lui qui a payé le double, qui a 8 points. Ben, finalement, c'est une meilleure acquisition ce joueur-là par rapport à celui-ci. Je pense que ça devient beaucoup plus concret, ce travail-là. Je parle pas que des points, mais même globalement sur l'impact des joueurs. Et oui, pour l'analyse du travail des directeurs sportifs, ce serait intéressant parce que là, quand tu les écoutes, ils ont tous entre le 6e et le 10e budget de la Ligue. On avait d'ailleurs une question à ce niveau-là. Ils sont 14 équipes à avoir entre le 6e et le 10e budget de la Ligue. Quelqu'un nous avait demandé, mais je trouvais que c'était tellement difficile de répondre parce que quels sont les... Voilà, c'était Samy Bucher. Quel est votre classement des clubs par budget sportif ? Et des news concernant le fair play salarial. Berne était contre aux dernières news. Merci pour votre super podcast, toujours un plaisir. Merci. Le classement des budgets, moi, je ne me risque pas. Je trouve que c'est... J'ai évidemment une idée, mais malheureusement, je suis emprunté parce que, admettons que j'ai les 14 budgets précis et que je le dise maintenant, ce qui est vraiment pas le cas. Ouais. Derrière, tout le monde me dirait, mais c'est pas vrai, nous, on compte pas si, nous, on compte les frais de la première équipe, nous, on compte les dames avec, nous, on compte les juniors. En fait, personne ne compte la même chose. Par contre, bien sûr, on peut se dire que Zug, Zurich, Lausanne, Genève sont des équipes qui ont un très gros budget. Fribourg est par là également. Après, tu peux... je réfléchis même pas... Berne et Davos, tu sais qu'ils sont pas très loin non plus. Lugano, vu la caque qu'ils font, tu dis qu'ils devraient pas avoir un rond, mais pourtant ils en voient quand même bien. Mais ces équipes-là, moi je pense que Genève a un budget qui est beaucoup plus haut que ce qu'on a peut-être tendance à croire, ou que j'ai tendance à croire peut-être. Ouais. Je pense que Genève a un budget assez élevé, par exemple. Lausanne l'avait l'année passée. Je pense que Lausanne était très très haut et c'est en train de baisser, mais était très haut. Fribourg, c'est justement John Gobi dans le podcast Point de Vue qui disait qu'ils étaient entre 6 et 10. C'était l'un des 14 à dire qu'ils étaient entre 6 et 10 dans la Ligue. Disons que si on me dit que Fribourg a le 6e budget de la Ligue, je me dis, ça me semble pas totalement impossible, disons. Ouais, pareil. Si on me dit qu'ils ont le 10e budget de la Ligue, là, je commence un peu plus à me dire, ouais, moins sûr, par exemple. Mais ils sont par là, clairement, dans la première moitié, à mon avis. Mais c'est difficile. Puis après, voilà, comme je dis, ça dépend tellement comment tu comptes. Et que c'est vraiment une discussion qui est pas simple et que j'aimerais avoir, que ce serait vraiment appréciable de dire, voilà, ok, la première équipe de Zurich, admettons, c'est X millions, c'est 3 millions de plus que telle équipe, mais les résultats sont similaires. Bravo à tel GM d'avoir fait un meilleur boulot finalement avec moins d'argent. Absolument. T'as d'autres choses ? Non, c'est tout ce que j'avais noté. La Ligue est révolutionnée grâce à nous ? Là, je pense que c'est beaucoup dire. J'ajoute encore un dernier petit truc, les road trips. Je pense qu'on doit aussi, à un moment ou un autre, privilégier la santé des joueurs. Et je pense que cette année, ça devient presque extrême. Alors, les conditions de Genève font que c'est comme ça. Mais quand tu as des 6 matchs en 8 jours, ou des choses comme ça, tu as des matchs jeudi, samedi, dimanche, puis après, ça recommence mardi, mercredi, vendredi. C'est jouer avec la santé des joueurs. Et je pense qu'il y a plusieurs moyens. Un des moyens, c'est justement de faire des road trips, donc d'aller jouer à Ambry-Lugano et rentrer. Ça a eu été fait par le passé. Oui. Maintenant, de moins en moins. Lausanne, l'année passée, avait joué Cloton-Davos, était rentré. Bien sûr, si tu joues 2 matchs juste à l'extérieur, c'est mathématique, tu vas devoir en jouer à la maison un peu plus et peut-être potentiellement 2 matchs de suite à la maison aussi. Ma foi, pour les rentrées financières, souvent quand je disais sur le ton de la boutade, mais pas loin, qu'être supporter de Genève s'arrête actuellement, c'est un job à 30%.
Bah oui, ils ont une pellée de matchs à la maison. Ma foi, ça fait partie de. Alors eux, c'est spécial. Ils ont commencé par 8 à l'extérieur, donc logique qu'ils en aient plus à la maison après. Mais voilà, on peut pas faire maison extérieure pendant toute la saison. On doit aussi, justement, avec les arènes multifonctions, avec les calendriers qui sont de plus en plus compliqués. Là, entre le 2 et le 12 janvier, il y a un match tous les soirs au minimum en National League. Ben voilà, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et je pense qu'on doit pouvoir aller on peut ménager certains organismes. Typiquement, Lausanne qui va faire Lugano et Ambry le lendemain et qui rentre, à mon avis, ça doit se faire. Ça évite un voyage au Tessin, donc ça évite 2 fois 5 heures de bus. Tu gagnes 10 heures de voyage dans ta saison. C'est juste. Sur ce truc-là, sur ce road trip-là, en fait. Tu le fais qu'une fois au lieu de 2, c'est tout bête. Et je pense que c'est des petites choses comme ça qui pourraient ménager les organismes. Et après, ben voilà, tu dois te poser la question, est-ce qu'il faut minimiser certaines pauses? Le débat de la Spengler, je sais que ça revient chaque année. Est-ce qu'il faut peut-être quand même glisser 1 ou 2 matchs à ce moment-là pour éviter d'avoir un calendrier qui est trop condensé? Parce que commencer plus tôt, c'est pas possible. On commence le 17 septembre. On a eu commencé plus tôt. Ça a eu, mais le 7, que je dirais comme ça, que je le plus tôt. Ouais, mais je pense qu'il y avait les années olympiques, à mon avis. Oui, ils avancent aussi un tout à fait raison. Et à un moment, il y a des moments où il faut peut-être jouer un peu plus. Et là, en fait, ce mois de décembre, il est vraiment pénible. Parce que tu as la pause internationale, tu rejoues 3 matchs, tu as la pause de Noël. Là, à mon avis, et les pauses internationales, c'est pas une question. Oui, ça peut agacer, peut-être, mais malheureusement, c'est pas une question. Donc, est-ce que tu peux réfléchir différemment puis dire, bon, bah là, sur la première pause, on touche pas à 7 équipes ou 6 équipes, et puis sur la deuxième pause, on en prend 6 autres, et puis du coup, ces matchs, il peut y avoir des matchs qui ont lieu, mais ça implique de t'énerver avec la fédération, puis après, ça veut dire que si les Tchèques, ils veulent prendre Stransky, ah ouais, non. Ça me semble insoluble, honnêtement. Mais je pense qu'ils doivent à un moment ménager la santé des joueurs. Et là, il y a trop de 3 matchs en 4 jours. Et 3 en 4, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et je pense qu'on doit aussi... Ben voilà, c'est la santé des joueurs qui fait la ligue, finalement. Alors, totalement. Si tu as les stars qui sont absentes, si tu as les joueurs qui sont fatigués, si tu as des équipes qui font des impasses, c'est pas bon pour le produit. Donc, à un moment, il faut aussi faire attention. Et je pense que les road trips, c'est une première partie. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs. Il y a 2 semaines, il y avait eu un duel au sommet entre toi et moi sur le match Cloton-Genève. C'était drôle. C'était la première fois, je crois, qu'on prenait l'opposé. Certains ont dit, ah bah, du coup, on va jouer le match nul. Ça n'aurait pas marché. Parce que Cloton s'était imposé 3-2 à la maison contre Genève. Toi, tu avais pris Cloton à 2,35. Bravo. Moi, j'avais pris Genève à 2,40. Je me suis fait avoir. Ouais. 1-0 pour Jean-Fred. Mais je crois que j'étais sur 2 de suite corrects. Donc, c'est bien possible, ouais. On retombe dans les travers. Alors, on prend les matchs du vendredi. On a quand même des matchs, évidemment, ce soir. C'est pour ça que les cotes, elles ne sont pas encore sorties sur Jouer Sport. C'est logique avec 8 équipes qui jouent. Ça risque d'avoir quand même un impact pour de savoir comment ils vont noter tous ces matchs. Ajoie-Bienne. Qu'est-ce qu'on a encore comme... on a Davos-Lausanne pour les romans, Fribourg-Cloton, Genève-Zurich. Et puis on a encore Ambry-Rapperswil, le derby bernois entre Berne et Langnau. Et puis Lugano-Zug. Comme ça, tu pars sur qui, toi? Est-ce que tu tentes Ajoie contre Bienne? Ou est-ce que tu tentes Bienne contre Ajoie? On va pas refaire un duel ou bien? On peut, mais... Moi, j'aime bien... Tu me dirais, il faudra voir la cote. Je pense qu'elle sera basse. Donc, il faudra prendre un handicap. Mais Berne contre Langnau, je pense qu'à la maison, Berne, c'est une très belle équipe. J'ai quand même l'impression que Langnau a plafonné. Après un bon début de saison, là, il commence à rentrer pas mal dans le rang. Si on arrive à avoir un handicap Berne -1 à 1,80, 1,85 ou par là autour, j'en serais assez satisfait, par exemple. Sachant en plus que Langnau aura joué contre Davos et que Berne aura été joué à Rapperswil mercredi. Oui. Donc les deux sont sur un pied d'égalité. Mais moi, ces derbies... Ah ouais, les matchs à Langnau, je touche plus jamais. Hein. Oui, c'est une religion maintenant. Mais à l'extérieur, j'ose quand même.
C'est pas bête. Mais ouais, là, je dois dire que c'est pas évident. Il y a plein de trucs intéressants, puisque finalement, Fribourg-Cloton, est-ce que Fribourg... Ça, c'est les vieux matchs à 6 points pour Fribourg. Hein, parce que Fribourg a 8 points de retard sur Cloton. Soit tu repars à 11, soit tu reviens à 5. Bon, Cloton aura joue mercredi donc, contre Lugano. Donc, Fribourg arrive un peu plus frais. Est-ce que Sørensen est de retour? Est-ce que... Il y avait quand même... la dernière image qu'on a de Fribourg, c'est le 5-0 contre Ajoie. Et c'est... Delarose qui marque contre la Suisse, c'est Walmark et Delarose qui sont vraiment très bons. Donc, ouais, je dirais que les signaux sont plutôt au vert, c'est un Loïc Gallet qui fait un blanchissage, etc. Ouais, pourquoi pas, quoi. Davos-Lausanne, moi, il y a quelque chose qui pourrait me titiller, c'est les buts. Lausanne, c'est une équipe défensivement qui est vraiment, vraiment à la peine. Davos, offensivement, c'est une équipe qui peut marquer beaucoup de buts. Donc, plus de 5 buts et demi entre Davos et Lausanne, qui sera probablement vers les 1,80, 1,85. C'est quelque chose qui peut m'intéresser. Me prononcer sur l'identité du club vainqueur entre Davos et Lausanne, j'aurais vraiment de la peine. En plus, tu sais que c'est deux équipes qui ont un petit contentieux qui date depuis les derniers playoffs. Il peut vite y avoir 2-3 pénalités. Ça peut tourner un match. Par contre, il peut y avoir pas mal de powerplay et les 2 powerplays sont excellents. Moi, Davos-Lausanne over, peut-être même 6,5, ça pourrait me faire rigoler. Bon, finalement, la réponse à tout ça, ce sera... Je note que Genève-Zurich t'as pas intéressé. Hein. Non, là, je touche pas. Je me dis, bon, au moins, on va dire... Les 2 clubs voilà, européens. Ça au moins pour l'équité. Je trouve que c'est bien joué de la part de Willy Veucklin. Presque un hasard. Un hasard total. Mais au moins, comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fatigué que l'autre. Donc, ça, c'est chouette. Réponse sur nos réseaux sociaux dans la journée de vendredi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, le hasard des questions fait que on en a reçu une hier de Fabio Fusaro et qu'elle concerne Bienne. Alors, on va pouvoir faire un petit segment sur Bienne. Et il y a plusieurs questions, ce qui est bien, ça nous fait réfléchir. Bonjour messieurs, je me réjouis de vous écouter. Voici quelques questions, réflexions. Que pensez-vous du calendrier de l'avant du HC Bienne en termes de communication? Est-ce que les autres équipes en font aussi? Du coup, case de ce jour, prolongation de Christen, un avis. On est sur Luca, parce qu'ils ont aussi ce Livio Christen, mais là on parle de Luca Christen. Et un avis sur l'échange Sablatnig-Schlepfer. Rayala éventuellement suisse en 2026. Bienne pourra-t-il le garder? Collaboration avec Holton, club partenaire et Volvend, est-ce que c'est vraiment positif? Sévère justement d'Holton pour l'année prochaine, histoire de remplacer Kunti. Et est-ce que c'est l'année de trop de Brunner? Merci pour toutes ces questions. On commence donc le calendrier de l'avant du HC Bienne en termes de communication. Moi, je trouve ça assez chouette. J'aime bien qu'ils le fassent. Je pense pas qu'ils ont 24 cases avec 24 prolongations de contrat ou 24 transferts, mais je trouve que c'est un chouette moyen de... Ils n'avaient pas fait Rayala d'ailleurs l'année passée. Absolument. Et c'est un chouette moyen d'annoncer des bonnes nouvelles à tes supporters. Donc, ouais, franchement, j'aime bien. Les clubs font tous un peu un calendrier d'avant d'une manière ou d'une autre, mais c'est plutôt d'un point de vue marketing et commercial et pas d'un point de vue communication. Donc, moi, j'aime assez cette idée. Mais surtout, globalement, Bienne fait du bon boulot aussi au niveau de la communication. Mais je trouve que les clubs, généralement, je parle des romans parce que c'est ceux que je suis le plus sur les réseaux sociaux, sont franchement pas mal. Hein. Je trouve qu'il y a eu un niveau qui a augmenté. Absolument. Il y a pas si longtemps, et ça reste le point Godwin de la communication qui fait rigoler. Mais Dustin Jeffrey au marché de Noël avec un vieux Père Noël qui tousse sur des enfants pour annoncer sa prolongation de contrat en anglais à des enfants qui comprennent pas. Cherchez cette vidéo, elle existe. Je crois que c'était un des low points de l'histoire du Lausanne HC, ce moment. Ça dure 2 minutes, c'est une horreur, c'est une angoisse. Et voilà, à un moment, il y a eu un briefing où on a dit on va faire ça, et ils se sont tous dit c'est une super idée. Et je crois qu'il ne doit plus être au club, celui qui a proposé cette idée. Mais voilà, mais c'est plutôt pour dire... On est parti de là, et c'est l'exemple le plus marquant, mais tous les clubs ont des casseroles du genre. Ouais, mais surtout, il y a des bonnes idées, puis après, c'est quand tu vois la réalisation, tu fais ouais, bon, on va peut-être oublier. Mais... Et du coup, Lausanne, quand ils annoncent la prolongation de Suomela, c'est également fait par une vidéo.
mais c'est sur le Vidéotron, c'est un truc qui est léché. Alors oui, les moyens technologiques ont augmenté, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, mais l'idée aussi, avant un match c'était avant le match de Champions League. Oui. Tout d'un coup. D'ailleurs, est-ce que le club il y a des protocoles à suivre? Je sais plus si c'était hyper respecté sur le truc, mais j'aime bien finalement de dire, parce que tout le monde était, en fait, on était tous dans la patinoire, journalistes et spectateurs, un peu logés à la même enseigne. On a tous, à moins que vraiment quelqu'un l'avait appris 5 minutes avant, ou un truc comme ça, mais c'était un peu le je dis pas qu'il y avait une immense, c'était pas la plus grande surprise du siècle, parce que je crois que tu disais aussi dans un épisode, on sait qu'ils discutent, on a l'impression que tout se passe bien, les questions étaient posées à John Foust, de savoir, il n'y avait pas de panique du côté du Hockey Club, donc tu pouvais penser que l'issue serait plutôt favorable dans cette histoire. Mais effectivement... Mais justement, donc le grand écart, mais voilà, donc c'est l'exemple lausannois, vu qu'il y a eu un positif, enfin il y a un négatif, tu vois la progression, mais aussi côté bien, je trouve que c'est chouette ce qu'ils font au niveau communication globalement, à part leur jeu de mots bienvenue, ouais, j'allais dire. Alors ça s'il vous plaît, mais bon, voilà, c'est... Qui sommes-nous pour juger les jeux de mots des autres, hein? Je pense qu'on a notre lot de jeux de mots aussi qui sont sûrement pas validés par tout le monde, donc allons-y, pourquoi pas. Sablatnik, Schlepfer, je pense que c'est une bonne chose quand tu as un joueur qui va arriver et un autre sur lequel tu ne comptes plus, finalement, fais l'échange. Schlepfer, ça lui donnera peut-être une occasion de se relancer. On sait que Berne a un partenariat avec Bâle. Bâle, ouais. Bâle ou Yaki. Il est plus à Langenthal, Kevin Schlepfer. Il est reparti à Bâle. C'est un Bâlois d'ailleurs, non? C'est des Bâlois l'équipe. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là derrière aussi. Et pour Elvis Schlepfer, voilà, il était en bout de course du côté de Bienne. On compte plus trop sur lui. Ouais, puis c'est un joueur qui est un peu entre les deux. Hein. Voilà. Puis Sablatnik, il avait signé à Bienne pour l'année suivante. Du coup, Berne va se dire nous, on préfère faire jouer nos Schild, Graf et compagnie plutôt que Sablatnik si on a le choix. Va bien. Et puis. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc, moi, ce genre d'échange, je crois qu'on en parlait déjà la semaine passée aussi. Delémont qui dit moi, j'aimerais bien déjà aller à Cloton maintenant, vu que j'ai signé pour l'année prochaine. Je comprends, vu que c'est un défenseur et que à Bienne, il manque l'œuf et il peut vite rapidement avoir besoin d'un défenseur de plus. Surtout que maintenant tu mets Christen en attaque, je comprends qu'il ne le laisse pas aller. Mais c'est vrai que quand c'est possible et quand il n'y a pas de problème de contingent, je suis vraiment favorable à ça. Ouais, alors, même avec toi, la prolongation de Luca Christen dans la case du jour. Lui, c'est quand même une bonne surprise globalement. Je pense que... Est-ce qu'ils le prennent ils l'ont prolongé comme un attaquant ou comme un défenseur ou comme un joueur versatile qui peut tout faire? Mais toujours est-il, moi je pense que dans leur plan, il va jouer devant à terme. Et on a vu quand même pas mal de cas de défenseurs qui se sont mués en bons attaquants à vocation défensive. Donc il a déjà 7 points cette saison, il a 4 buts. C'est un joueur qui est justement qui est rigoureux, mais qui a un bon patinage. Moi, je trouve que de l'avoir prolongé, c'était une bien bonne idée, mais à la base, déjà, de l'avoir pris, il vient de Langenthal, à la base, Luca Christen, puis petit à petit, là, il a gravi les échelons à Bienne, et moi, je trouve vraiment que c'est une belle réussite. Ouais. Rayala éventuellement suisse en 2026. Alors ça, j'avoue que autant on nous parle de... Pouliot, ça va été pendant 18 ans, je crois, que de savoir quand est-ce qu'il allait être suisse. On parle de De Vos, je crois aussi Hazen, finalement, mais surtout de Vos. Rayala, finalement, il est en Suisse depuis quoi, 2017 16, ouais, j'ai sa fiche sous les yeux. Donc, 9 ans en Suisse, peut-être une Suissesse comme épouse. Ça, j'avoue que je connais pas sa situation personnelle, donc je suis emprunté pour répondre à cette question. Toujours est-il que, vu qu'il en parle, j'imagine qu'il a dû le lire quelque part. Moi, je l'ai pas lu, j'avoue très honnêtement. Par contre, d'un point de vue purement théorique, tu dis 9 ans en Suisse, donc s'il devient suisse d'ici une année ou deux, là il est sous contrat jusqu'en 2026, donc si d'ici la fin de son contrat, il arrive à avoir un passeport suisse, il aura 35 ans. Tony Rayala a 35 ans comme joueur suisse, je pense que c'est plutôt... à mon avis, il y a de bonnes chances que ça intéresse des clubs. Après, il est arrivé en 2016 à Bienne, il aura fait plus de 10 ans à Bienne. Ouais. Moi, j'arrive pas à me dire
qui va aller ailleurs, Je suis finir pareil. sa carrière. Donc, je pense... C'est pas comme Pouliot qui avait quand même un peu bourlingué en Suisse. Oui, il était passé un moment à Bienne, mais pas que. Donc, de le voir partir, finalement, tu dis, bon, bah, c'est un mercenaire, et je le dis pas d'un point de vue négatif, mais là, Tony Rayala arrive en 2016 à Bienne, il est biennois, Ouais, on va c'est dire. ça. En Suisse, il est biennois. Ouais. Après, Peut-être que sa femme aussi, elle est de la région. Enfin, ça, je suis vraiment désolé, mais alors les Exact. people, j'ai pas ça. C'est pas quelque chose que je regarde trop, mais j'arrive pas à l'imaginer partir, honnêtement. Même avec un passeport suisse, même pour quelques centaines de milliers de francs en plus ou en moins, quelques centaines, je pense même pas d'ailleurs, parce que Bienne va le payer ce qu'il doit payer un joueur de cette trempe-là, donc ce serait plutôt juste une bonne nouvelle pour Bienne, à mon avis. mais je me demande, à part ça, s'il y a l'âge qui entre en ligne de compte, est-ce qu'il gagnerait plus? Alors, au même âge, oui, hein, mais l'âge, enfin, je pense, est-ce qu'il gagnerait plus en étant suisse qu'en étant étranger 2-3 ans avant, si tu veux? Est-ce que le fait d'être suisse te fait passer à un salaire on a le petit... parce qu'on n'a pas besoin de doubler, donc on le rend d'une autre manière, vu que t'es suisse, les impôts, les trucs comme ça, il n'y a pas tous les... ça se calcule pas la même chose qu'avec un étranger. On est bien d'accord, mais je pense que c'est du cas par cas, et ça, honnêtement, je ne sais pas ce que ça pourrait changer pour un joueur comme ça. Par contre... de l'avoir comme attaquant suisse et comme buteur suisse, quand on voit la peine à en trouver certains bah lui, je pense que dans 4 ans, il aura 37 ans, puis il va encore déborder sur l'aile gauche, puis mettre un plomb dans la lucarne opposée. Donc, c'est une théorie qui tient là, qui semble tenir la route, en tout cas, et puis qui serait plutôt bien pour Bienne. Collaboration avec Holton et Marc Sévère. Marc Sévère, c'est un nom que tu avais évoqué quand il prenait des tas de juniors, puis tu disais, mais il n'y a pas un Marc Sévère, regardez le nombre de points, il a 1 point par match avec Holton. Pourquoi ne pas le faire plus confiance à un joueur comme ça qui est sans doute plus aguerri aussi, qui est physiquement sur le point, et à qui tu donnes finalement un petit sucre en disant, t'es bon à l'étage inférieur, viens un petit peu te frotter, ça peut être l'occasion de... Donc, Marc Sévère, international slovène, qui vient de disputer le mondial U20 de la division 1A dans laquelle joue la Slovénie. 5 matchs, 8 points, 4 buts, 4 passes décisives. Il a 19 ans. Il est sous contrat avec Bienne jusqu'en 2027, pour ceux qui n'ont pas suivi sa carrière. Donc c'est un jeune qui débarque de Cloton. Il a fait toutes ses classes à Cloton et a été signé par Bienne cet été. Sûrement bien avant, mais il a débarqué à Bienne cet été. Oui, il est venu une fois à Bienne, jouer un match National League, puis apparemment, ça a un peu mis de la friture sur la ligne entre Holton et Bienne. Apparemment, c'est la raison pour laquelle ils ont dit, écoute, on va éviter les allers-retours avec certains joueurs de Holton pour éviter de s'énerver avec notre club partenaire. Mais oui, à l'avenir, je pense que c'est un joueur qui est... Quand tu marques, il a 15 points en 22 matchs de Swiss League à 19 ans, c'est vraiment, vraiment bien, c'est prometteur, c'est un joueur qui a l'air d'avoir un vrai potentiel et je crois que Bienne compte sur lui pour la suite. Donc on va suivre son développement maintenant. Ouais, moi je me dis quand même, quand ils ont fait monter Jonan Schwander qui va jouer au mondial M20, qui est dans l'équipe, qui a été appelé dans l'équipe M20, à la place de faire monter Jonan Schwander, moi je pense que tu dois presque, comme tu dis, malgré Holton, à un moment, on vous le met à disposition, mais ça reste notre joueur, donc désolé, il revient pour un match, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs que dans nos améliorations, j'avais aussi pensé aux juniors et au développement du hockey suisse. Mais j'avais pas de réponse plus que ça parce que si on avait des réponses on pourrait les transmettre à la Ligue, qui serait très heureux de les connaître parce que c'est vraiment une pierre d'achoppement. C'est compliqué. Est-ce qu'on allait mettre les M20 en M22? Enfin, il y a plein de discussions autour de savoir comment est-ce qu'on peut donner la meilleure formation à nos jeunes et de savoir comment est-ce qu'ils peuvent être les plus efficaces possibles le plus tôt. Parce qu'actuellement, on va être clair, le meilleur moyen de se développer, c'est de ne pas rester en Suisse. Exact. Que ce soit, on a parlé une fois de Jamiro Reber. Je pense que c'est aussi un cas qui est un petit peu spécial parce qu'il est vraiment très talentueux, mais de jouer déjà à ce niveau-là en première division suédoise, ça, c'est presque le
le sommet. Mais d'aller dans les ligues nord-américaines, que ce soit aux États-Unis ou les ligues canadiennes qui sont plus connues de la CHL, ou peut-être d'aller faire quelques matchs en Suède, en fait, en junior élite suédois, on a vu quand même que Ken Jäger était allé là-bas et c'est un très bon joueur. Sandro Schmidt était allé là-bas. Alors, les bons joueurs suisses, ceux qu'on retrouve en National League, quand on regarde leur curriculum puis qu'on voit qu'ils sont passés par la Suède, en général, c'est pas des mauvais joueurs. Kukan, exactement. Pas. Et Jamiro Reber, au passage, pour ceux que ça intéresse, il a 25 matchs de première division suédoise avec HV 71 et il a 14 points. 7 buts, 7 passes décisives. Et donc, le fils de Jörg Reber, ancien joueur de Langnau notamment, à 18 ans. Il a eu 18 ans en septembre et il est déjà à 14 points en 25 matchs de première division suédoise. Ouais. C'est franchement épatant ce qu'il réalise depuis le début de cette saison. Et dans les anciens joueurs du HC Bienne, il y a une petite actu aussi. Alors, il est passé par Bienne entre 2019 et 2024. C'est Paul Motard, Genevois, qui est parti à Bienne. Il est parti à Vasa en U20 finlandais et il a été transféré à HIFK, donc IFK Helsinki, la semaine passée. Et visiblement, ça se passe bien. Il a déjà joué 3 matchs avec HIFK Helsinki et il a entre 16 et 19 minutes de glace par match. Une passe décisive. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui a tenté autre chose comme chemin plutôt que de rester ici en U20. Il a 18 ans. L'année passée, il a déjà joué U20 toute la saison avec Bienne. Il a 21 points en 35 matchs alors qu'il avait 17 ans. Peut-être qu'il était juste trop fort pour jouer à ce niveau-là en Suisse, ou est-ce que le niveau n'était pas assez haut pour qu'il poursuive son développement. Il prend un risque d'aller jouer en Finlande. C'est d'un point de vue rien que la vie de tous les jours. Ça doit quand même pas être simple d'être dépaysé comme ça quand tu es un jeune post-adolescent, on va dire, qui tente quelque chose comme ça. Donc ça, moi, je trouve toujours courageux, que ce soit d'aller au Canada, d'aller en Finlande ou en Suède, ou peu importe. Mais c'est vrai qu'à un moment, pourquoi la Suisse, qui est un des bons championnats, n'arrive pas à avoir une bonne ligue junior? C'est vrai qu'à un moment, il y a... Parce qu'actuellement, c'est vraiment pas bon, c'est vrai. On avait eu Ria et Holdener aussi, qui avaient été... qui était parti en Suède aussi. Je voulais juste, parce que tu parlais de Bienne, puis quand tu as parlé de Motard, je me suis dit, est-ce qu'il va penser au même joueur que moi? Je voulais juste relever, et on va pas faire un segment NHL. Lian Bixel, 2 buts déjà pour lui. Enfin, chaque fois que je regarde ses mensurations, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un ours. C'est quasiment 2 mètres, quoi, 1m96, 110 kilos. C'est un... Je crois que souvent, il y a l'emoji Gori qui est mis quand on parle de lui. Je suis impressionné, honnêtement, de le voir déjà marquer de but, parce que c'est pas un défenseur qui est offensif. Faut pas s'attendre à un but par match de Lian Bixel. On se souvient Mirko Müller qui avait marqué un triplé en Suède aussi. On était là, Mirko Müller, un triplé. Ou peut-être qu'on a découvert quelque chose, puis finalement, non, c'est un très bon défenseur défensif. Parce que l'année passée, Alexandre, s'il joue 42 matchs, il met 1 but. La saison d'avant. La saison passée, il va à Rögle, il joue 29 matchs, il met 2 buts. Donc, c'est pas son jeu. Il a beaucoup d'autres qualités. Mais oui, ancien junior du HC Bienne qui fait ses premiers pas en NHL après avoir joué une saison à cheval entre la AHL et la Suède. Puis maintenant, il a commencé la saison dans le Texas avec les Texas Stars en AHL, 21 matchs, 9 points. Il a été rappelé à Dallas, il est reparti une fois, il est remonté à Dallas. Mais ça, c'est question de cap ou de, je crois. Exact. Et à 20 ans, voilà, c'est vraiment, vraiment chouette de voir un autre jeune Suisse qui commence à se développer et qui fait petit à petit sa place en Amérique du Nord. Et après Moser, ça fait un autre défenseur qui vient de Bienne. Je crois de Bienne, mais je crois que lui, il doit être Soleroy, si je me rappelle. Il est Soleroy. Ouais, il est junior de Bienne, il est parti de Bienne. Absolument. Et puis on avait la question, la sévère, c'était sur Kunti, et puis on avait encore la fin sur est-ce que Brunner fait l'année de trop? J'ai l'impression que le souci avec Brunner, c'est surtout les blessures. Puis à cet âge-là, tu récupères pas comme à 20 ans, quoi. Ouais, Kunti qui s'est ramassé le mougli là, où il s'est fait mal au genou, il devait revenir un peu plus tard et finalement apparemment il est déjà sur la glace et c'est dans le journal du Jura ce mercredi matin, on apprend qu'il pourrait même être sur la glace vendredi pour la reprise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand même parce qu'on s'attendait à une absence un petit peu plus longue vu qu'il s'est blessé le 22 novembre, ils annonçaient 6 semaines.
Et un mois après, il est de retour. Donc, Kunti, bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'année de trop pour Damien Brunner? J'ai de la peine à le dire parce que moi, ça me fait plaisir que Damien Brunner soit sur la glace quand il y est. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'un point de vue santé. Il a 38 ans, comme tu dis, à cet âge-là. Malheureusement, c'est plus difficile. En même temps, est-ce que c'est l'année de trop pour Julien Sponger, qui est plus ou moins du même âge que Damien Brunner à 2 mois près? Pas vraiment, visiblement. Donc, c'est la santé fait que ça donne la réponse. Puis, force est de constater qu'avec 6 matchs joués seulement, il y a des vrais... Ouais, c'est compliqué. Donc on a aussi Dario Burgler dans le même sens de ces grands buteurs suisses. Parce que Burgler, on l'oublie souvent. On oublie tout le temps Dario Burgler, il me semble. Mais avec Ambry, tout d'un coup, goal de Burgler. Mais il est de 1987, pardon de faire là. Et les autres sont de 86. Mais lui, il donne un indice avec son numéro de maillot. Absolument. Et ces joueurs-là, à un moment, j'aime beaucoup comment dire, l'expression anglophone qui dit il a été rattrapé par Father Time, pour dire que voilà, finalement, à un moment, tu peux lutter contre le temps, contre les éléments, mais il y a un moment, de toute façon, c'est inéluctable. Tu ne vas plus pouvoir le faire. Tu me diras, le seul qui contredit cet exemple, c'est Jaromir Jagr, qui continue. On ne sait pas quand il s'arrêtera. Il a plus de 50 ans, mais il décide de continuer à jouer en première division. Mais... Quand même se rendre compte, juste vu qu'on y est, on digresse totalement, mais Dario Burgler, c'est 240 buts en National League, ce qui fait de lui le 12e meilleur buteur de l'histoire du championnat. Ouais. J'ai pris depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. C'est le 2e buteur en activité avec le plus de buts. Il est devant Ambul, qui a 239 buts, et Burgler 240. Et juste derrière, il y a Brunner à 235 buts. Et évidemment, le meilleur buteur en activité, c'est Julien Sponger, qui a 338 et qui a 2 buts de rattraper Roman Weger. Mais les chiffres de Roman Weger sont avec un astérisque parce que certaines saisons sont un peu compliquées à évaluer. Il y a certaines statistiques à certaines époques qui étaient un peu plus compliquées à retrouver. C'est moins précis qu'aujourd'hui. Mais voilà, Sponger qui est en train de gravir les échelons quand même. Les premières années de Weger, c'est 80-81. Et là, il manque 2-3 données. Roman Weger, là, quand tu as parlé de ça, alors, toi, tu es peut-être un tout petit peu jeune parce que c'était fin des années 80. Exact. Et Weger, Hollenstein, Schlagenauf, c'était vraiment une époque où Kloten, je pense qu'ils n'étaient pas encore forcément champions, parce qu'ils ont été champions dans les années après. Exact. Mais c'était déjà là avec l'équipe de Suisse, souvent. Mais là, on digresse totalement. On a fini ce segment. On est parti de Liane Bixel pour terminer sur Roman Weger en étant passé par Dario Burgler et Damien Brunner. Voilà, Camoulox. Voilà, vraiment. On a tout dit, on a répondu à toutes les questions de Fabio concernant le HC Bienne. Eh bien, c'est parfait. On verra si Bienne va continuer de faire sa saison complètement incompréhensible d'un point de vue statistique. Je m'y plonge dans ma newsletter de ce jeudi pour essayer de faire sens de ce qui se passe à Bienne niveau statistique. La réponse est ça n'a aucun sens. Donc vivement la suite pour voir comment ça se passe. Sur notre petit planning, j'avais noté d'abord Genève avant Bienne. Et je regrette, mais je me suis dit, on va pas tout chambouler. Parce qu'on voulait parler aussi, on avait dit la semaine dernière qu'on voulait faire un petit segment un peu plus important sur Genève, parce qu'il y avait de l'actualité, tout simplement. Une actualité qui est plutôt bonne pour Genève, qui est allée faire match nul 2-2 à Bremerhaven. Il y a un auditeur très sympa d'ailleurs qui m'a écrit pour me dire que j'avais un peu oublié, il ne l'a pas dit comme ça, mais que j'avais un peu oublié mes cours d'allemand, mais le V de Bremerhaven, ça prononce Bremerhaven, comme dans Funbourg, et on ne dit pas Vonbourg. Oui. Et il a totalement raison, et pourtant on est 2 personnes qui parlent régulièrement l'allemand, mais c'est vrai que ce nom-là, j'ai toujours dit Bremerhaven, et il me l'a... Bremerhaven, ouais, parce que Hafen, c'est le port, donc... Et il m'a dit, voilà... je me permets de vous rappeler vos cours d'allemand. Donc, j'ai bien lu le mail, j'y ai pas encore répondu parce qu'on va pas se mentir, je suis une catastrophe pour répondre aux mails. Mais par contre, j'ai bien lu et donc merci pour ce message. J'imagine que vous nous écoutez. Et alors, le 2-2 à Bremerhaven, qui a été
qui a permis finalement, sans trop de surprise à Genève de se qualifier. Il faut dire quand même que le 4-0 à l'aller, de la même manière qu'ils avaient mis 5-0 à Lausanne, il y avait assez peu de suspense pour le match retour. Il fallait le jouer de toute façon, c'est clair. Mais Genève se retrouve en demi-finale de la Champions League et hasard pas du calendrier, mais du tableau des quarts de finale, on le savait d'avance, si Zurich s'est qualifié, on aurait droit à une demi-finale 100% suisse et donc forcément à un club suisse en finale pour la deuxième année de suite. Alors Genève on se souvient, avait battu Skellefteå l'année passée pour gagner cette première coupe, cette première Ligue des Champions. De nouveau là, je pense que les deux équipes se disent on va de nouveau jouer contre un club suisse, puis en même temps quand tu regardes l'état des finances, sachant que tu gagnes pas autant d'argent que ça en Coupe d'Europe par rapport au foot, etc., tu te dis au moins Genève-Zurich on connaît, on prend notre quart, ça va. C'est deux pleins. Ouais. C'est deux pleins avec le bus, donc ça veut aller. L'accession en demi-finale rapporte 20 000 euros à Genève Servette et donc à Zurich aussi. Donc s'il avait fallu aller jouer Dieu sait où et prendre un charter qui te coûte beaucoup plus cher que 20 000 euros, ou alors deux pleins de bus, finalement, c'est presque, je pense, si on rajoutera une billetterie supplémentaire avec une soirée de catering, etc. supplémentaire, je pense que si on fait le calcul de cette demi-finale, elle va rapporter de l'argent à Genève Servette. Ouais. Ça ne veut pas dire que la Coupe d'Europe va en rapporter s'ils perdent en demi-finale, mais juste de s'être qualifié en demi-finale et d'être tombé sur Zurich, c'est financièrement une bonne affaire. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Revenons sur le match. Genève est parti sans Artikainen, blessé avant la pause. On nous l'avait annoncé day to day. Il n'est pas de retour sur la glace avant l'année prochaine, mais visiblement le 2 janvier, il sera sur la glace. Luca Ishii, qui est day to day depuis le début de sa carrière, est toujours day to day, mais lui aussi, il espère revenir. J'ironise un tout petit peu, mais malheureusement, c'est terrible pour ce joueur parce que quand il joue, c'est un super joueur, mais malheureusement, il est très très souvent blessé. Devrait aussi être de retour au début de l'année. Miranda était absent, mais lui sera sur la glace visiblement ce week-end. Ça, c'était pour la santé des joueurs. Mais c'est vrai qu'Artikainen, à part ça, et forcément, là, on pensait aussi au hockey manager parce qu'il était monté. Est-ce qu'il est à 18,5 ou il était à 17? Il est à 18,5. Voilà. La question se posait de savoir est-ce qu'on le vend pour prendre ceux qui l'ont, pour prendre deux joueurs. Tu prends un joueur peut-être à un bas prix, quelqu'un que tu mets des fois en quatrième ligne quand tu te dis faut bien que je le fasse jouer parce que j'ai personne d'autre. Et tu peux prendre peut-être deux bons joueurs. La blessure aide peut-être un peu à faire son choix, mais c'était très bizarre Artikainen parce qu'à un moment il était revenu et puis finalement il avait fait une rechute et on pensait qu'il allait pouvoir être là. Au début c'était vraiment non mais par précaution, puis finalement ça fera un mois parce que je crois que c'était à peu près depuis le début du mois de décembre. Jusque si tu dis qu'il est potentiellement de retour le 2 janvier, ça fera presque un mois complet d'absence. Avec des pauses, mais effectivement, c'est un peu plus long que prévu. Ça va forcer, entre guillemets, Cadieux à ne pas revenir sur sa ligne avec les trois Finlandais, mais de laisser Praplan avec Maninen et Granlund, comme c'est le cas depuis un certain temps maintenant. Mais Genève a été peut-être moins touché que Bienne, dont on parlait juste avant par les blessures, mais cette saison c'est quand même un peu compliqué pour Genève. Il faut espérer qu'à un moment ou un autre ils arrivent à avoir toute une équipe complète, ce qui n'est pas franchement arrivé depuis le début de la saison. Malgré tout, Genève est en demi-finale de Coupe d'Europe. On a de nouveau vu un Ranta très solide contre Bremerhaven, notamment avec un arrêt incroyable au début du troisième tiers où il est complètement hors de position sur un rebond et il tend la canne. Alors oui, il faut un peu de chance, on est bien d'accord, mais arrêt de la canne sur la reprise de l'attaquant, c'était Max Gertz des Pingouins qui tire sur sa canne. C'est un arrêt monstrueux. À ce moment, il y a 0-0.
Juste après, Bertadia marque le 1-0 dans la cage vide à la 43e minute. Au passage, félicitations et un coup de chapeau au coach Sturz, sauf erreur, des Allemands qui a sorti son gardien pendant plus de 5 minutes consécutives entre la 45e et le but de Maninen pour tenter le tout pour le tout. Il y avait 2-1 à ce moment-là et il se dit bon, on doit gagner par 4 buts, on doit encore en mettre 3. Ah, 5 contre 5, on va pas y arriver. Donc mettons la pression coûte que coûte. Il sort son gardien et durant les 5 minutes sans gardien, il y a eu un poteau et une latte. Bien sûr, il n'y aurait eu qu'un but de plus, il en a toujours manqué 2. Mais là, t'es à la maison, le public est dedans, il est en train de se passer quelque chose dans le match. Et si un de ces 2 poteaux, un de ces 2 montants termine au fond, ben, on a peut-être une fin de match différente. C'est pas arrivé. Donc Genève va se coltiner 2 matchs de plus en janvier. Ils n'avaient pas besoin de ça parce qu'ils avaient déjà une pellée de matchs agendés, mais il y en a 2 de plus. On l'avait dit, hein, ma foi, tu fais quoi ? Soit tu décides de ne pas jouer cette compétition, soit tu... Maintenant, c'est impossible. Je me rappelle l'année passée, c'était en Suède, à Roma, hein, t'étais en Finlande, à Roma. T'étais allé d'ailleurs. Absolument. Tu veux la jouer, cette compétition. Alors en plus... contre Zurich, c'est un adversaire que tu connais, tu te dis que c'est tout à fait jouable. Surtout qu'on a l'impression que Genève, quand il y a le premier match, le match aller, ils font tellement le job qu'ils règlent l'affaire. Donc ils sont presque plus tranquilles sur le match retour. Je suis impressionné. Est-ce qu'ils pourraient jouer à la maison ? Là, c'est des questions de points. Ils n'ont pas fait une phase... Tu dis la finale éventuelle ? Ouais. Oui, si c'est contre le Sparta Prague. Qui était moins bon. Qui était juste en dessus d'eux. Ils ont le même nombre de points ou pas beaucoup plus. Là, Genève a fait un peu plus de points que le Sparta, vu que Sparta a 1 victoire, 1 défaite. Genève a 1 victoire, 1 match nul. Et suivant comment, mais après, ça veut dire qu'il faut déjà gagner contre Zurich, les éliminer, et que le Sparta s'en sortent contre Feyerstadt. Feyerstadt qui a gagné le tour préliminaire. Si Feyerstadt est en finale, il y a de très fortes chances que la finale se passe à Feyerstadt. Même si Feyerstadt a perdu 1 match contre Salzbourg, donc ça permet à Zurich de remonter aussi un petit peu. Donc si la finale c'est Zurich-Feyerstadt, à voir. Ouais. Et si c'est Feyerstadt-Genève, il y a de fortes chances que ce soit en Suède. Par contre, si c'est Prague, là ça pourrait être à Genève. Mais Sparta, c'est moi ou Sparta-Prague-Genève, ce serait le retour de Spacek. Ce serait. Est-ce que l'histoire est déjà écrite ? Ce serait quand même assez incroyable de se dire, ouais, bon, c'est même pas le joueur qui était là la saison passée, non, c'est ce transfert il y a quelques semaines. Et je trouve que ce serait assez incroyable d'avoir cette issue-là. En gagnant la Ligue des Champions cette année, mais la saison dernière, Genève a donné des médailles aux joueurs qui ont participé avec des champions, mais qui n'ont pas terminé la saison avec eux. Je pense à Julius Onka notamment, qui a eu une médaille. Est-ce que tu donnes une médaille à Spacek qui perd la finale contre toi ? Alors là, on va un petit peu trop loin dans la politique fiction, on va dire, mais est-ce que Spacek pourrait être le premier joueur à gagner et perdre la finale en même temps ? Ce serait incroyable. Mais on n'en est vraiment pas là. Genève-Zurich, on aura largement le temps d'en parler. Les matchs ont lieu mi-janvier. Mais voilà, en général, c'est les clubs suédois qui se font des derbys. Oui, c'est un derby. Quelqu'un m'a repris sur Twitter parce que j'ai mis que Genève aurait droit à un nouveau derby. Bien sûr que je sais ce que c'est la définition, on va dire, pure du derby, à savoir un match entre 2 clubs de la même ville. Mais quand on parle d'une compétition continentale, je pense qu'on peut dire que c'est un derby suisse à ce moment-là de la compétition, parce que ça aurait pu être justement contre des Suédois, des Finlandais, des Tchèques. Voilà, c'est 2 clubs suisses qui s'affrontent en demi-finale. Je trouve que le mot derby n'est pas usurpé, même si il n'est pas utilisé de manière... La définition n'est pas exacte, j'en suis totalement conscient. Mais on peut aussi dire quand même que les clubs suisses, finalement, souvent... par le passé, on était là, mais on comprend pas. On a un championnat qui est tellement fort, puis finalement, il y a aucun club suisse qui arrive à dépasser demi-finale, une fois de temps en temps. Un coup c'est Zug, un coup c'est Davos, mais ils prennent cette compétition n'importe comment. Et là, on se retrouve pour une 2e année de suite avec un club suisse en finale, quoi qu'il arrive. Oui. Donc c'est aussi une sorte de... Et il y a moins de clubs que par le passé, même si là, pour le coup,
il y en avait 4 parce que Genève était qualifiée d'office en tant que tenant du titre. C'est aussi une façon de dire que la Suisse prend cette compétition en tout cas à cœur ou arrive à la disputer correctement et que ça rejoint un peu ce qu'on dit sur le niveau du championnat. Les clubs suisses arrivent à aller loin dans cette compétition et représenter plus dignement ce championnat qu'on dit quand même être un des meilleurs d'Europe, finalement. Donc, et d'ailleurs, en parlant de Genève-Zurich, prochain match de Genève. C'est ce qu'on disait pour les paris sportifs. Ouais, mais tout le monde n'écoute pas. Genève-Zurich, vendredi soir, avec une équipe de Genève Servette qui va devoir faire un push assez sérieux maintenant parce que l'écart avec la barre est de 10 points. La barre, c'est la première barre, le top 6. J'imagine que c'est quand même ça qui doit être l'objectif pour Genève Servette. C'est 10 points avec Zug. C'est 11 points avec Cloton et je me dis que s'il faut chasser une des deux équipes en dessus de la barre, ça va plutôt être Cloton que Zug. 11 points sur Cloton, des matchs en moins, 3 de moins que Cloton. Mais ça commence là avec beaucoup de matchs à jouer en cette fin d'année. Comme tout le monde, tout le monde a joué 3 matchs. Mais surtout un mois de janvier qui s'annonce démentiel. Et en dessus de la tête, toujours la question. C'est Philippe Bechler qui disait au Pécaliste que peut-être ce serait réglé ces prochains temps l'histoire avec Cadieux ou pas. Toujours pas. Nous, on en a assez peu parlé à ce micro, je crois, une fois ou deux, mais rien de fou. Est-ce que ça va se faire, la prolongation d'Yann Cadieux ? J'arrive pas à me dire que la qualification en demi-finale européenne, ça peut être un argument de plus à mettre en sa faveur, mais force est de constater que champion d'Europe en titre et demi-finaliste l'année d'après, ça peut mettre un tout petit peu la pression, tu penses ? Difficile à dire parce que, honnêtement, le titre l'année passée de champion d'Europe, le titre de champion de Suisse, ça devrait parler pour lui. Enfin, si vraiment ils étaient là à se dire voyons d'abord ce qu'il va réussir à faire en Ligue des Champions cette année, je peux pas penser que Margauchi ou le board à Genève était à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que Cadieux leur force la main en se disant mais là non plus ils se disent pas on va voir s'il va perdre puis comme ça on peut changer. Et puis, on part toujours du principe que on est toujours du côté du club. Est-ce qu'à un moment, peut-être c'est Yann Cadieux qui, lui, se dit mais non, moi, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas envie. Tu parlais de la sécurité aussi au début de ce podcast. On parlait de la sécurité qu'on aime en Suisse avoir. En disant, j'aimerais savoir de quoi mon avenir sera fait pour pouvoir planifier. Est-ce que Cadieux est dans ce style en disant de toute façon, moi, avec mon CV, je vais trouver quelque chose et je m'inquiète pas. Là, c'est vrai qu'on a toujours tendance à partir du principe que le coach attend que d'avoir une offre sur la table de son employeur et donc va forcément vouloir rester. J'ai aucune info, j'ai pas parlé à Yann Cadieux de ça ni à Gauchi, mais si tu te dis dans un coin de ta tête, ouais, mais Lugano, c'est tellement le chenille. D'ailleurs, Lugano, ouais, j'ai mes attaches là-bas, j'ai des attaches là-bas, c'est un club que j'ai. Ouais. J'en sais rien. Est-ce que dans un coin de la tête, il se dit ça ? Est-ce que dans un coin de sa tête, il y a... Parce que finalement, ça va dans les deux sens. Si le club hésite à garder Yann Cadieux ou pas, il y a des discussions qui ont sûrement lieu avec d'autres. Yann Cadieux a un agent, je présume, je ne sais pas, mais je suis assez convaincu que oui. Son agent, il a peut-être déjà fait des coups de fil à gauche et à droite en se disant « Mon Lugano, vous en êtes où ?» Parce que jamais, moi, j'ai un entraîneur qui a gagné un titre de champion de Suisse et puis un titre de champion d'Europe qui est potentiellement, peut-être, disponible. Ça vous intéresserait ? Ah ouais, peut-être. Vous avez Carr, vous avez Joly, vous avez un style potentiellement qui peut être nord-américain. Alors même si Cadieux est pas, c'est pas l'entraîneur canadien. Il a gagné avec une cohorte finlandaise assez importante. Mais il y a Zug aussi, où tu sais pas ce qui se passe avec Dan Tangnes qui va s'en aller. Cadieux, il parle les 3 langues. Donc, Voilà. Et voilà, bref. Dans le sens, je pense que c'est pas la fin du monde si ça vient pas à se décider d'ici Noël, parce que des deux côtés il pourrait y avoir des options et surtout, il reste du temps après. Sauf si une décision a été prise, que ce soit du côté du club ou comme tu l'as dit très justement, que ce soit du côté du coach. Petit détail encore, Genève Servette va prêter Theodor Lennström au HC Davos pour la Coupe Spengler.
Oula-Palvé aussi. Et Palvé, mais là, du coup, c'est plus vraiment Genève, c'est Ajoie qui prête Oula-Palvé à. Ça serait une superbe transition pour Ajoie, t'as vu ça? C'était pas volontaire. Mais Lennström et Palvé qui vont renforcer le HC Davos. Brennan va aussi renforcer Fribourg-Gotteron pour sa part. Et Christophe, l'attaquant slovaque de Langnau, va aussi renforcer Gotteron. Lennström a assez peu joué cette saison. Il est en train de retrouver le rythme. Il a joué avec la Suède, le tournoi à Fribourg. Avant la pause, je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment intéressant. Oui. Donc là, je pense que le but, c'est de lui envoyer quelques matchs de plus dans les pattes en disant, ben voilà, il faut que tu reprennes ton rythme. Moi, je le vois plutôt comme pas comme un risque, mais au contraire comme une manière de l'aider encore à se remettre à niveau, on va dire, entre guillemets, même si je trouve qu'il était vraiment pas mal. Et sans transition, HC Ajoie. Le HC Ajoie qui a annoncé, qui n'a pas fait de calendrier de l'avant, mais qui a annoncé la prolongation de contrat de Roman Engi, celle de Kien Sopa, et l'arrivée de Cavalieri. Du coup, on reste pas très loin de Genève. Tu sais que moi j'ai un vrai problème avec Cavalieri, c'est que je l'appelle tout le temps par son faux prénom. Après je contrôle et puis on est bon. Hein. Marco. Mais voilà, mais il y a Christophe et Marco Cavalieri et on s'en sort jamais. Mais promis, je vais faire attention. Est-ce que les supporters à Joulot, en voyant la signature de Cavalieri, disent yes, ou bien parce que ça va bien à Ajoie en ce moment, en tout cas. Tu me dirais, il y a eu 5-0 contre Fribourg, mais compte tenu du contexte et tout, on était plutôt sur une équipe qui fonctionne bien. On a vanté les mérites de Julien Vauclair, on a vanté les mérites de Turkulainen, qui est le meilleur compteur du championnat, on a vanté la prolongation d'Anthony Onka, on a vanté l'arrivée de Pierre-Édouard Bellemare. Donc il y a plutôt plein de choses positives. C'est ça aussi, des fois, c'est de dire, voilà, Oula-Palvé, ça n'a pas bien marché pour l'instant avec Ajoie, mais comme il y a 3 autres choses qui ont bien fonctionné, on va plutôt avoir tendance à regarder les choses qui marchent bien de ce côté-là et de se dire, effectivement, tu peux pas faire que des home runs. Palvé, pour l'instant, ça s'est pas super bien passé, on verra, il pourra peut-être rebondir. Mais là, je pense que le plus important, plus que la signature de Cavalieri, c'est la prolongation de Kien Sopa. Moi, je pense que c'est de ces 3 choses. Et Damiano Ciaccio, j'ai oublié c'est aussi. Juste, j'étais là, mais il me semble qu'il a signé une année de plus aussi. Sopa, 2 ans. Roman Engi, 2 ans. Ciaccio, 1 an. C'est bien de repréciser ça, mais moi, comme ça, forcément, Ciaccio, c'est intéressant parce que c'est une assurance aussi de garder un bon gardien de National League dans ton pool de gardiens, on va dire, d'avoir un bon backup ou un A, un B, peu importe. Mais Sopa, la jeunesse, même s'il est plus tout jeune maintenant, mais j'aime bien le fait que Sopa se dise, Ajoie m'a donné ma chance, j'ai une chance de jouer en National League, j'ai peut-être pas 50 propositions pour continuer, ou peut-être que j'ai une proposition d'un autre club, mais je me sens bien à Ajoie. Et à 24 ans, c'est le moment de continuer ce développement, justement. Ouais. Et, le coach. Kien Sopa, c'est le meilleur attaquant suisse en termes de buts. Il y a le meilleur suisse, c'est Nussbaumer avec 5. Ça, alors, je ne l'avais pas imaginé en début de saison, même si on voyait qu'il allait jouer deuxième powerplay. Mais bref, Sopa, c'est 27 matchs, 3 buts, c'est pas la folie, mais c'est un joueur qui s'établit gentiment en National League, qui a débarqué de Getse, qui a pris un risque en allant jouer à Porrentruy. Et visiblement, il s'y plaît bien. Et ça, c'est un signal qui est positif, je trouve. Et pour revenir 2 secondes sur Cavalieri, donc Christophe Cavalieri qui a signé au HC Ajoie, là, c'est centre, joueur physiquement qui est solide, qui fait plus d'1m90, qui est pas un bourrin non plus. Hein. Il est grand. Il joue... C'est 8 minutes par match avec Genève Servette depuis le début de saison. Il a besoin justement de cet échelon, on va dire, intermédiaire pour peut-être poursuivre son développement. C'est quand même un joueur qui aura 23 ans au moment où il arrivera du côté de Porrentruy la saison prochaine. Il a finalement un petit peu d'expérience avec Genève. Ça fait quelques années qu'il est là. Maintenant, il a une petite centaine de matchs en National League, mais il n'a jamais vraiment eu un rôle. Il n'a jamais explosé, on va dire. La saison dernière, il a joué à Chaux-de-Fonds. Il fait près d'1 point par match à Chaux-de-Fonds. Donc...
c'est aussi un peu un de ces joueurs un peu entre deux. Ouais. Et à 22-23 ans, je pense que c'est un choix de carrière qui est, à mon avis, assez intelligent de faire ce move en allant à Porrentruy. Tu signes là-bas jusqu'en 2027 et c'est le moment pour franchir un vrai palier. Absolument. Et donc, Romanengi, on en a parlé. Là, ça amène un peu de la profondeur. On parle que justement, Ajoa a de la peine à avoir des Suisses de qualité. Je dis pas que Romanengi te fait la différence, mais par contre, c'est un joueur c'est un peu un vétéran à force, qui a quand même un petit peu d'expérience dans cette ligue. Donc, moi, c'est pas des moves sur lesquels j'ai quelque chose à redire, je dois dire. Franchement, c'est... Après, d'un point de vue joueur suisse d'impact, on en revient toujours à la même chose. C'est difficile pour Ajoa d'attirer. Il faudrait une fois qu'il y en ait un. Est-ce que c'est un joueur qui est un peu soit en fin de carrière, soit qui veut se relancer, puis qui est tenté par le... Pedretti, c'était ça. Ouais, bien sûr. Mais on était aussi conscient que Pedretti, c'était pas la réponse. C'est pas le buteur providentiel qui peut te mettre une quinzaine. C'était pas le Simic ou le Schmutz. C'était quand même il était un petit peu plus âgé. C'est un excellent joueur qui peut jouer potentiellement en box-play, potentiellement en power-play, plein de choses, mais qui avait quand même une certaine limite. Tandis qu'il faudrait trouver peut-être un gars ou même un Dario Rohrbach, finalement, un peu ce genre de joueur que tu vas chercher, qui est entre la Swiss League et la National League, puis qui, dans le bon contexte, on se dit « Ah ouais, vraiment, il est bon ». Et parce que j'ai l'impression que Rohrbach, maintenant, il continue à marquer des points, et tu te dis « Mais moi, il me surprend. J'aurais pas pensé, si on m'avait proposé 5 joueurs de la chaîne en me disant lequel tu vois se développer le mieux, je pense que, sans prendre 4 autres noms, Dario Rohrbach, je l'aurais presque éliminé de base, quoi. Mais tu te souviens que Dario Rohrbach est à Ajoa la première saison en National League? Exactement. 21-22, il commence la saison à Ajoa et après il part à Langnau en cours de saison. Il a 39 matchs, 7 points avec Ajoa en National League, il part à Langnau derrière. Et là, il a 17 points en 27 matchs. C'est une jolie... Son histoire est une jolie histoire. Je pense que du côté d'Ajoa, on se dit ouais, mais c'est dommage que cette belle histoire elle n'ait pas eu lieu chez nous. J'avoue ne pas connaître les circonstances de son départ d'Ajoa à ce moment-là. Qu'est-ce qui est... Des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe, pas en coulisses, mais dans la vie de la personne. Où, voilà, il est parti en cours de saison. C'est dommage pour Ajoa. Et est-ce qu'on finirait pas cet épisode parce qu'on avait des questions. Alors, j'ai noté Kinuden Langnau. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un défenseur de Zurich qui quitte Zurich et qui reste en Suisse pour aller dans l'Emmental. Et une grosse cohorte finlandaise, on n'est pas surpris. Hein. Mais on a une question de Marc Egui qui nous est arrivée hier. Bonjour, toujours un plaisir d'écouter votre émission. Est-ce que vous avez des pistes pour Onka de Davos? Des chances pour qu'il aille au LHC? Pour Tcharnik, l'année passée, Foust avait pris son temps pour confirmer les nouveaux étrangers. Est-ce qu'il attend la fin de la saison de les confirmer afin de ne pas perturber ceux qui sont en place actuellement, selon vous? Ce qui nous permettait plus que de répondre pour la question du LHC, mais c'était plus de dire « Ah ben voilà, le cas Julius Onka, on a juste appris, la news c'est « Il ne va pas rester à Davos ». Il a annoncé à son employeur qu'il allait continuer sa carrière dans un autre club. C'est tout ce qu'on sait. Est-ce que cette formulation-là te fait dire... Parce que là, on part du principe presque, je ne sais pas si c'est un peu suissocentré, de dire il va rester en Suisse, forcément. Hein. Il a connu Berne, il a connu Genève, il a connu Davos, il a envie d'en connaître un autre. Pourquoi il ne pourrait pas repartir en Finlande ou en Suède? On sait que la Suède, maintenant, c'est une destination assez privilégiée. On a vu, pour certains joueurs, on a vu même que la Finlande... Les joueurs de Genève qui partent, ils retournent au pays. Alors, à des stades différents de leur carrière. Je suis bien d'accord. Il a 29 ans. C'est un petit peu différent. Mais il a encore un bon contrat à signer, effectivement. Exactement. Après, Onka, c'est assez intriguant parce que l'année dernière, il débarque à Bienne et en courte saison, il est transféré à Berne. Pardon. Ouais. Et en courte saison, il est transféré à Genève, enfin prêté à Genève. Il fait 43 matchs, 21 points, il a 5 buts, 16 passes décisives. Il signe à Davos. Alors moi, par chance, je l'avais dans mon hockey manager dès le début. Et t'en as tout de suite parlé pour ceux qui ont la chance de discuter avec toi, de dire « je vois bien Onka ». Mais
je m'attendais pas non plus à ce qu'il marque, il fasse une saison à la Julien Sprunger, parce qu'il a 9 buts, 9 passes décisives, 18 points actuellement. Et en fait, cet été, si on nous avait dit Onka est sur le marché pour l'année prochaine, on se serait moyen excité, je dois dire. Ouais, on aurait dit ok, ouais, bah, des Onka, il y en a t'as qu'à te baisser, t'en ramasses 2 en Finlande ou en Suède. Et là, il a marqué ses 9 buts, et ça deviendrait presque le trésor, j'ai dit la fève Onka dans un groupe avec des amis, très bon. Au-delà de la mauvaise blague, ça devient un peu le joueur courtisé. Je pense que c'est un super défenseur offensif. Oui. Je pense que c'est une bonne idée de le signer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une hype qui est en train de se générer autour de lui. Par contre, si on réfléchit à où il peut aller, bah forcément, tu es obligé de te dire, bon, est-ce qu'il pourrait pas aller rejoindre le frangin à Port-Rentruy ? Ça, c'était moi qui mettais ça en disant... Toi qui nous envoie tout le monde à Port-Rentruy, bah là, on en envoie un bon pour chez une fois. Gauvin. On en envoie un bon là-bas. Même si je suis déjà en train de me dire où va aller Turkulainen, parce que ça va être difficile de le garder, Mais c'est vrai que là, tu réfléchis différemment en tant que joueur, parce que l'offre, je pense que quand tu es un étranger, tu as une valeur. Et oui, il y a plus ou moins d'argent à gauche, à droite, on est bien d'accord. Mais l'offre, elle va pas être du simple au triple s'il va ailleurs qu'à Port-Rentruy. Est-ce qu'il se dit avec son frangin, on adorerait jouer ensemble une fois dans notre carrière ? Peut-être qu'ils peuvent pas se voir. Moi, je connais pas, j'ai jamais fait les familles, la famille Onka, donc aucune idée. Mais c'est vrai que tu peux pas exclure cette piste-là. Zurich. Ouais, ça, je trouve que... Tu peux pas ne pas en parler. Exactement. Zurich va potentiellement perdre Lettonen, qui est en fin de contrat là-bas. Si tu cherches un défenseur finlandais qui marche pas mal, je pense que Lettonen, ça peut tout à fait fonctionner. Quand tu as Kukan, Onka à la place de... Quand tu as Kukan et que tu prends Onka pour 2 powerplay, enfin, ça se goupille bien. Surtout que Kinnunen part, comme tu l'as dit, là, ils sont partis avec 2 défenseurs étrangers, en plus de Rubec. Mais à 7, donc, il y avait Kinnunen qui était souvent le joueur en trop. Donc, ils partent plutôt à un défenseur étranger, plus un autre d'appoint, on va dire. Des fois, c'était même en attaque. Ouais. Parce que tu as Malguin Andrighetto qui te permettent aussi. Mais la connexion peut fonctionner aussi. Après, j'ai regardé Zug où il y a 2 défenseurs qui sont en fin de contrat, Carlson Hansen, mais des Finlandais à Zug, j'ai l'impression que ça sonne un peu plus faux qu'un Suédois, en fait. Moi, le cas Onka, je le lis en me disant, il parie sur lui-même. Comme tu as lu ses statistiques, ses goals en overtime qui font tellement de bien au manager si tu l'as. Si tu l'as pas vendu. Voilà. Et tu te dis, il veut sans doute un meilleur contrat parce que on a aussi une question sur Davos, on pourra la prendre d'ailleurs, sur quelles sont les chances de voir Davos. Est-ce que Davos n'est pas en train de retrouver un statut de club qui peut gagner le championnat ? Donc, il est dans un club qui va bien, avec un coach, Holden, qui a l'air de bien savoir ce qu'il fait. Il est dans un contexte, j'ai l'impression, favorable. Maintenant, s'il part, pour autant qu'il reste en Suisse, je peux imaginer qu'il se dit je vois un peu plus d'argent avec peut-être une ambition soit idem, soit un peu plus élevée. Ou aussi, il ne faut pas négliger non plus l'aspect vie familiale. Et oui. Davos, ça reste particulier. Tu peux adorer et y vouloir y terminer ta carrière comme c'est arrivé avec beaucoup de joueurs là-bas, mais tu peux aussi te dire ouais, là en haut dans la montagne, je m'ennuie un peu, je m'y sens pas bien, ou j'ai plus envie d'être dans une ville sans forcément penser à forcément Zurich. C'est pas ça, ça peut même Zug, mais d'être moins perché dans la montagne et de se dire j'ai envie de retourner en plaine. Donc c'est pas une question d'ambition ou d'argent, c'est une question aussi de vie personnelle. Et Lausanne fait totalement sens aussi, on l'a pas encore évoqué parce qu'on faisait des... Ouais. Mais Lausanne qui a 2 étrangers en fin de contrat avec Bayreuther et Skleniska, il y en a aucun des 2 où je me dis mon Dieu, s'il le laisse partir c'est la fin du monde. Je pense que les 2 on peut clairement trouver mieux ou en tout cas les remplacer. Voilà, ils sont pas irremplaçables. Exactement. Et oui, d'avoir Onka, mais tu dis Onka, mais tu peux avoir Niku aussi qui est en fin de contrat du côté de Cloton, qui est un défenseur offensif. Puis après en même temps il faut pas faire collection non plus. Est-ce qu'il faut vraiment que des défenseurs offensifs ou est-ce que justement t'as pas envie d'un défenseur un peu plus polyvalent? Je pense qu'Onka l'est un poil plus que Niku au passage. Donc Onka a choix entre les 2, vu que c'est les 2 noms. Onka me plaît davantage pour la construction d'une équipe.
Ouais, j'ai pas l'info où il va aller. Par contre, oui, moi je le vois bien rester en Suisse, honnêtement. Mais du coup, on se disait Fribourg, si à Kapla et Nemeth. tu vas pas encore en faire. Tu dis collection quand t'as Radge Beglauser en plus. Non, ça n'a pas de sens. Genève. La connexion finlandaise existe aussi. Hein. Il est déjà passé une fois. Est-ce qu'il a laissé sa carte de visite en partant, puis il a adoré, puis il dit mais vu qu'il y a Lennström et Vatanen, désolé. Par contre, s'il y en a deux qui s'en va, moi je reviens. Il y a Sarjärvi qui vient. Alors est-ce que tu dis Sarjärvi? Ce serait vraiment un coup de maître de Gauchi de pouvoir mettre vraiment quasiment les meilleurs défenseurs étrangers en termes offensifs. T'arrives à les draguer et les faire venir au bout du lac, quoi. Mais faut pas négliger cette piste-là. Et après, comme on dit, en fait, là vraiment, honnêtement, j'ai l'impression qu'on lance des noms en l'air. Mais oui, c'est une vraie thématique. Et vu qu'on est sur Davos, je voulais quand même juste mentionner l'arrivée de Brendan Lemieux, oui. dont on n'a pas franchement parlé, mais voilà, tu connais mieux la NHL que moi. Après, même si moi je connais pas beaucoup la NHL, je suis obligé de me dire que son père, je le connais un tout petit peu quand même, Claude Lemieux. Qui était. Il n'est pas devenu agent, il n'a pas un rapport avec Zug encore, il n'a pas gardé des trucs, des connexions. Je n'ai pas la réponse à ça. Par contre, il a joué à Zug en 2003-2004, où il a terminé sa carrière parce qu'après, il est allé jouer 5 ans plus tard au China Sharks. 2 matchs avant après repartir en AHL et rejouer 18 matchs de NHL. Avec San José, non? Exactement. Et donc, son fils Brendan a signé à Davos un contrat jusqu'en 2027. Oui, c'est ça qui était plus surprenant, en fait. Le gars qui vient en cours de saison, on est plutôt habitué. 2 ans et demi. La fin de cette saison, plus 2 années supplémentaires là-haut. Niveau étranger, avec Zadina, Stransky, Tambellini, Riforce, c'est pas mauvais. Brendan Lemieux, pour juste placer le personnage, c'est 300 matchs de NHL, 74 points. C'est un joueur rugueux, on va dire ça comme ça. Je parle sous contrôle. Absolument. Ancien choix de deuxième tour en 2014, deuxième tour de draft, 31e position, donc très tôt dans le deuxième tour. Je me demande aussi comment il va s'adapter au championnat de Suisse avec les arbitres, savoir si ce type de jeu, un peu, on va dire, physique, va pas lui, il va s'adapter. Mais c'était un joueur habitué à la NHL, il faisait pas les allers-retours entre la NHL et la LHL, c'était un joueur établi en NHL entre, on va dire, 2018, où il a vraiment fait le pas à Winnipeg, après il est transféré aux Rangers, après il est transféré aux Kings. Et cette saison, il a commencé à Chicago en AHL, 12 matchs, 2 points, 2 buts, et c'est tout. Je pense qu'il était content d'avoir un nouveau départ, et ça va se passer dans les Grisons. Nathan Scherer, bonjour, que pensez-vous des chances de titre réel ou non de Davos? Regardant la plupart des matchs depuis longtemps, il me semble que ça fait quelques saisons qu'ils n'ont pas eu une si belle équipe. Merci pour votre réponse et bon podcast. Ouais, t'as presque l'impression que ce move de Lemieux, c'est presque pensé en disant en play-off, on va devoir jouer un rôle. On veut un gars qui amène un peu de corps dans cette équipe. C'est une superbe équipe, je suis complètement d'accord. On parlait des étrangers et j'en parlais sur le plateau des Pécalistes lundi soir, où on n'a mis aucun étranger attaquant de Davos dans notre équipe type. Et on a mis Granlund, Turkulainen et Tchernik. Mais après, tu as Tambellini qui a 26 points en 29 matchs, Stransky 17 buts en 28 matchs, 24 points, Zadina 15 buts, 23 points. Tu dis les 3 auraient presque pu mériter, mais finalement ils sont les 3. Si tu veux, il n'y en a pas un qui sort du lot, mais il y en a 3 qui sortent du lot un poil moins fort que Tchernik, par exemple, à Berne. Mais du coup, tu as vraiment 3 excellents attaquants étrangers. On en a parlé avant. Riforce, il fait pas beaucoup de bruit, mais il a quand même 16 points en 21 matchs. Et après, au niveau des joueurs suisses, je suis le fondateur du fans club Tino Kessler en Suisse, donc je vais pas renier cette signature-là, et il va vachement bien, 13 points en 18 matchs. T'es le fondateur du fan club Enzo Corvi aussi. 18 points en 29 matchs. Corvi qui fait du Corvi, 1 but, 17 passes décisives. Lui, il se dit, moi, marquer, ça m'intéresse pas cette saison, je fais que les passes. Et après, t'as Nussbaumer qui lance gentiment sa saison. D'ailleurs, il était pas cher Hockey Manager il y a pas longtemps, j'avais pris le train, on verra. Derrière, t'as Fora Anderson. Il y a quand même Dalbec qui est typiquement ce genre de joueur dont on ne parle pas parce que c'est un défenseur défensif. Mais je pense que les supporters de Davos pourront dire
Oh, mais moi, quand Dalbec est sur la glace, j'ai pas peur. Absolument. Pas une relance foireuse ou un truc. Il va faire le boulot. En fait, il faut le mettre avec Fora. Comme ça, t'as pas peur et peur à la fois, puis ça fait neutre. Je pense que ça peut être une bonne option. Et au but, t'as un Sandro Schliemann qui a 93,4% d'arrêt, moins de 2 buts par match. Et si on se rappelle, l'année passée, Davos mène 3-2 dans sa série de quarts de finale contre Lausanne et a une victoire à la maison de passer en demi-finale. Donc on voyait quand même que la montée en puissance de Davos était gentiment en train de se mettre en route. Et j'ai l'impression que là, l'équipe, elle ressemble à ce que Jan Nelson a envie. Il a fait pas mal de petits ajustements, il a ajouté de la profondeur en termes de joueurs suisses. Et justement, avec un Tino Kessler qui a manqué le début de saison, mais depuis qu'il est de retour, il est vraiment excellent. Calle Anderson, ça amène un peu de profondeur en défense également. Donc oui, moi j'aime vraiment beaucoup cette équipe de Davos. Les étrangers avaient pas mal de points d'interrogation, justement parce que Zadina, on sait que c'est un joueur qui est pas évident à cadrer, mais ça se passe bien. Tambellini, première année en Suisse, tu dis on sait pas trop ce que ça va donner. Riforce, première année en Suisse, on sait pas trop ce que ça va donner. Et les trois vont bien, donc forcément ça te fait vite monter le niveau global de ton équipe. Et Holden, visiblement, là aussi ça se passe pas trop mal. Faudra avoir le contre-coup de la Spengler. Ouais. Davos est en tête avant la Spengler. Tu sais toujours que le mois de janvier, ça peut être un peu tendu là-bas, donc à voir comment il digère l'effort. En parlant de Spengler, ça nous fera une pause dans les Cold Facts, vu que la semaine prochaine, en même temps le mercredi tombe le 25, si je me trompe pas, oui mercredi 25. On va pas faire un épisode le 25, désolé. Moi, je serai en route pour Davos. Toi, t'auras mieux à faire, j'imagine. Ouah, mieux, je sais pas, mais t'auras d'autres choses à faire. Fête, quoi, voilà. Et en plus, je travaille parce que je dois faire un peu s'il y a quelque chose qui se passe. Donc fête de Noël, mais avec l'ordinateur. Pas de Cold Facts la semaine prochaine, mais on est toujours disponible sur les réseaux. S'il y a des questions ou autres, on peut essayer d'y répondre. Pas de Cold Facts le 1er janvier, il faudra pas nous en vouloir, mais on va aussi passer notre tour à ce moment-là. Par contre, l'épisode d'après, ce sera le mercredi 8 janvier, et donc là on aura 2-3 choses à dire. Prévoyez 3-4 heures parce qu'on va devoir récapituler 2-3 choses. D'ici là, merci énormément pour votre fidélité, on a beaucoup de plaisir à poursuivre ce podcast pour la 7e saison, et on reviendra l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et bonne fête, profitez bien des matchs et à bientôt. De bonnes fêtes, à bientôt. Merci beaucoup.